Le monomythe de Campbell est un archétype où un jeune héros ou une jeune héroïne quitte son quotidien, somme toute banal, afin de répondre à l'appel de l'aventure. Il mettra son vie en jeu au fil des épreuves afin d'en ressortir grandi et transformé. Mon invité d'aujourd'hui a répondu à l'appel de l'intelligence artificielle et de la philosophie. Jean-Marie est un docteur en éthique des algorithmes. Il a cofondé une start-up valorisée à plusieurs millions qui mesure et corrige les risques liés à ces technologies. Sa passion le pousse à se perfectionner jour après jour afin d'en ressortir lui aussi, grandi et transformé. Je ne sais pas si la vie a un sens, mais Jean-Marie a décidé de consacrer la sienne à rendre l'intelligence artificielle plus éthique et alignée avec les enjeux d'aujourd'hui. Nous sommes à une étape charnière de notre développement technologique en tant qu'espèce. Plus que jamais, nous devons tous nous poser des questions sur les implications de ces technologies. Je suis Vipin Ratikoun et vous êtes sur Monomythe épisode 1. Jean-Marie, bienvenue. Enchanté. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, très content d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis content de faire le premier épisode avec toi en fait. Je voulais faire un premier épisode. Tu vois, vu que je lance mon podcast, c'est toujours un peu stressant quand tu lances dans un nouveau projet. Et je voulais faire ça avec quelqu'un avec qui j'étais à l'aise, donc j'ai pensé à toi. Et vu que généralement quand on discute ensemble, c'est toujours assez intéressant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'enregistrer. Voilà, donc très content de te recevoir pour le premier épisode et d'inaugurer avec toi. Tu seras un peu ma carte de visite quand je montrerai aux autres personnes à quoi ressemble le podcast. Donc aujourd'hui, on va rester ensemble, je dirais, 1 heure, 1 heure et demie, à voir le temps que ça prendra. L'idée, c'est d'avoir une discussion, tu vois, ensemble, et de parler un peu de passion, donc des sujets qui te passionnent, et voir un peu qu'est-ce qui t'anime toi, comment tu gères ta passion, comment tu arrives à évoluer toujours, à rester toujours motivé, etc. Et d'avoir un peu des tips, des choses comme ça de ta part, si ça te va. Parfait. Alors, normalement, j'ai préparé quelques questions, mais on peut sortir du cadre, hein, c'est assez libre. Alors, je voulais commencer avec toi. Alors, je sais que tu es passionné de philosophie, entre autres. Donc, je me rappelle que tu avais fait d'abord une licence, puis jusqu'à la thèse de philosophie pendant que tu travaillais en tant que data scientist. Donc, tu faisais des cours du soir, il me semblait. Et tu es allé jusqu'à la thèse. Donc, c'est quand même un sujet qui t'intéresse, je pense. Et j'aimerais savoir un peu quel était en fait un peu ton appel à l'aventure avec la philosophie. Quand est-ce que tu es tombé dedans? Quand est-ce que tu as su que ça t'intéressait? En fait, à la base, je suis allé vers la philosophie pas forcément parce que il y a eu un appel particulier, c'était Ouais. juste parce que j'avais juste pas le choix, en fait, de manière générale. D'accord. En fait, il y avait une période dans ma vie où quand je travaillais en tant qu'ingénieur en IA, Mhm. où le soir, je me mettais tout le temps à lire de la philo et à me poser des questions, en fait. Souvent des questions existentielles, beaucoup des questions sur qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire être, ce genre de questions. Je me suis rendu compte Donc, en tu fait lisais des que bouquins de philo? ça peut être simplement soit des bouquins de philo ou simplement regarder sur internet. Ok. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ces questions-là, elles sont ultra basiques dans le sens où elles ont été traitées par des milliers de personnes Ouais. pendant tout le cours de l'histoire. Ouais. Et du coup, il fallait se retrousser les manches et simplement apprendre, faire une licence, faire comme tout le monde, commencer par un cursus et essayer de comprendre les questions. Donc en fait, ça s'est fait ultra naturellement. Ouais. Parce que je me suis dit, voilà, si je veux vraiment comprendre ça, il va falloir le taffer, quoi. Mais est-ce que tu penses que là, comme tu me le racontes, tu vois, c'est un peu le soir en rentrant de ton boulot d'ingénieur en intelligence artificielle, tu vois. Mm. Est-ce que tu penses que les deux sujets sont liés? Oui, complètement. C'est le reflet quand on travaille là-dessus. Sur l'intelligence, forcément, artificielle ou humaine, les deux sont le reflet l'un de l'autre. Oui, complètement. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça essaie d'apprendre à partir de la connaissance, l'environnement. Et la saisie du réel, ça a toujours été une question qui est fondamentale, centrale en philosophie. Comment on fait pour appréhender ce qui est autour de nous? Comment on peut être sûr que ce qu'on apprend permet bien de saisir ce qui est vraiment réel, ce qui est indépendant de toute perception. Et oui, complètement, c'est complètement lié les deux. Mais à la base, je suis pas allé vers l'intelligence artificielle pour des questions philosophiques. Hein. Moi, j'aimais beaucoup les maths de manière générale, et je voyais que c'était très lié là-dessus. Mais c'était plus disons que j'avais vu qu'il y avait un lien, mais par la suite, en fait, de manière a posteriori. Donc, alors, pour remettre un peu du contexte aussi qui est un peu ton actualité du moment, tu as essayé de lier un peu les deux, l'intelligence artificielle et la philosophie, dans ta thèse. Donc, le sujet de ta thèse, c'était quoi exactement? Alors, le sujet de ma thèse, c'était plus généralement sur l'éthique de l'IA. En fait, il y a
un certain nombre d'enjeux éthiques de l'IA parce qu'il y a beaucoup de risques autour de l'IA. Alors, il y a des risques à plusieurs niveaux, en termes de discrimination, en termes de stéréotypes, mais aussi simplement parce que l'IA, c'est créé par des grosses entreprises, des gens qui possèdent des données, des boîtes, des pays aussi, plus ou moins puissants, qui fait que voilà, la manière dont c'est construit et vu l'ampleur du pouvoir que ça pouvait avoir, forcément, il y a des vraies questions, hein, des risques qui peuvent se créer en termes d'enjeux de pouvoir. Et là-dessus, sur ces questions-là, il y a pas mal de gens, donc ça peut être des organismes, des scientifiques ou même des développeurs qui commencent à produire des outils pour justement atténuer ces risques. Et en fait, la question, c'était, mais comment ces gens-là se mettent à produire ces outils-là? Est-ce qu'ils le faisaient bien? Est-ce qu'au final, il y avait une forme de social washing, en fait, une forme de greenwashing sur ces sujets-là? Et c'était vraiment de s'intéresser à toute cette pratique de gens qui essayent de, justement, atténuer ces risques. Mais alors, j'ai une question peut-être un peu bête, hein, que je pose, hein, mais je suis pas un connaisseur comme toi, donc je suis là pour apprendre. C'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Est-ce qu'on peut parler de morale, tu vois, d'IA ou pas, ou alors ça n'a rien à voir? En fait, c'est même une question même très difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire la distinction entre les deux. Elle n'est pas toujours très marquée. Mais si on répond vite, en gros, l'éthique, on peut le voir comme une pratique. Une forme de l'éthique appliquée, c'est dans une entreprise, ça peut être l'ensemble des mesures, des good practices, en fait. Des good practices pour justement arriver à un certain but. Ok. Alors que la morale, on peut le voir plutôt la mise en place, c'est déjà beaucoup plus lié à la philosophie où on a plusieurs courants en philosophie morale, plusieurs courants philosophiques, téléologiques, des courants déontologiques, où là l'idée c'est vraiment de s'intéresser à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que ça veut dire une vie bonne. Ouais. Donc ce sont des questions beaucoup plus philosophiques et théoriques, la morale. Et donc, mais est-ce qu'on se pose pas ce genre de questions pour l'intelligence artificielle, justement, de morale? Qu'est-ce qui devrait être bonne? Comment on définirait que l'intelligence artificielle est bonne ou pas? Oui, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ces questions-là de manière beaucoup plus théorique, ouais. en philosophie, dès le départ, en fait. Et oui, complètement. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, tel que c'est fait aujourd'hui, l'éthique en intelligence artificielle, c'est beaucoup des questions autour des outils. Que peuvent mettre en place soit des entreprises ou les constructeurs d'IA pour vraiment être sûr que ça va dans le bon sens, en fait. Donc c'est beaucoup plus appliqué. Mais tu vois, moi je suis partisan dans l'idée que la morale est pas immuable. C'est que la morale change dans le domaine spatio-temporel. Elle change dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient considérées comme bien moralement il y a 200 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui, tu vois. Donc on le voit souvent, tu sais, par exemple, t'as des vieux films, on dit ouais, ça aujourd'hui ça passerait pas, tu vois, genre des trucs comme ça, on dit ah, ça c'est misogyne, mais à l'époque ça passait, tu vois. Donc pour moi déjà la morale elle évolue dans le temps, elle évolue dans l'espace. Il y a des trucs qui sont traditionnels et qui passent dans certains pays qui ne passent pas, tu vois, aujourd'hui. Donc est-ce que dans l'intelligence artificielle, tu vois, il peut avoir ces questions-là de choses qui sont, tu vois, moralement acceptables aujourd'hui et qu'on va hard-coder entre guillemets dans les IA et qui vont être dans les fondations d'intelligence artificielle qu'on pourra garder, qui dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira ah mais pourquoi on a recodé ça, tu vois, c'est pas du tout moral en fait, on faisait n'importe quoi. Est-ce que tu penses que c'est une problématique qui pourrait arriver? En fait, quand le fait que tu dises que la morale c'est quelque chose qui est contingente, dans le sens où ça change tout le temps. Après c'est mon opinion, je dis pas que c'est vrai ou pas. C'est complètement vrai en fait, il y a pas de doute là-dessus. Mais c'est plus de se dire que, imaginez que c'est possible de faire une morale qui est complètement indépendante du contexte. Je pense que c'est une volonté qui est vaine, en fait. Il faut juste abandonner ça. Par contre, ce qu'il faut faire... totalitaire, je dirais, tu vois, de penser comme ça. Personne n'a, je pense, cette envie ou cette ambition. Ouais. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire, bah voilà, on veut créer selon un contexte donné, donc c'est-à-dire le contexte d'aujourd'hui, du 21e siècle, avec... les avancées, les innovations qu'il y a sur l'IA, et c'est dans ce contexte-là de créer quelque chose qui va dans le bon sens. C'est plutôt ça, je pense, l'idée générale, plutôt que se dire ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être indépendant de toute chose. Je me demandais aussi également, tu vois, dans ton intérêt pour l'intelligence artificielle, la philosophie, et est-ce que ça implique, est-ce que tu as été un peu guidé par un espèce de mentor, tu vois, là-dessus? Est-ce mentor que tu as peut-être rencontré, ou un mentor que tu n'as jamais rencontré, tu vois? Tu peux avoir un mentor, une idole ou un maître à penser, tu vois, des courants, que ce soit philosophique ou technique, technologique, tu vois?
Est-ce qu'il y a des modèles ou des mentors physiques que tu as eu là-dedans? Ouais, complètement. Il y a des philosophes qui m'ont plus marqué que d'autres, Ouais. c'est sûr. Par Lesquels, exemple, il y en a un, celui qui m'a le plus marqué, il est mort il y a pas très longtemps, il s'appelle Bruno Latour Ok. et qui est vraiment quelqu'un, je pense qui a vu, compris aussi beaucoup de choses. Il a analysé aussi beaucoup de choses. Il s'est intéressé à des questions. Donc lui, il s'est vraiment intéressé à la question des régimes de vérité. Comment on fait pour créer des, des systèmes où les gens se mettent à dire, bah voilà, là, je pense que ce jugement-là est vrai en fonction des contextes, en fonction des disciplines. Et c'est quelque chose ouais, qui m'a beaucoup marqué euh, au cours Donc de les ma régimes de licence. vérité, c'est plutôt lié avec l'éthique et la morale, non? Pas vraiment, non. Ok. Ou plutôt, on peut voir des régimes de vérité, oui, dans les questions morales, il y a aussi, oui, effectivement, des régimes de vérité. Mais les régimes de vérité, il y en a partout, hein. Par exemple, on parle de la vérité du droit, ou même parlons du sport, par exemple. Souvent, on dit, bah voilà, la vérité dans le sport, c'est Ouais. la vérité du terrain. Ok. Le reste, le blabla qu'on peut avoir sur les émotions télé, les débats entre ce que c'est lui le meilleur ou l'autre, bah ça c'est du blabla. Par Mhm. contre, la vérité, elle se fait le jour J où il y a, je sais pas, un match, un combat, quoi que ce soit. Ouais. Ben ça, tu vois, essayer de voir qu'est-ce qui fait que on dit, bah voilà, c'est ça la vérité dans une discipline donnée, dans quelque chose donné. Bah ça, c'est ce il a regardé. C'est intéressant que tu parles de ça parce que ça rejoint ma passion à moi, Ouais. qui est les sports de combat. Ouais. Et c'est vrai que dans les sports de combat, tu vois, on a la notion de ce qu'on appelle les champions de la salle. Ouais. C'est que tu vois, souvent quand tu fais un sport de combat à un niveau compétitif, il y a la compétition et il y a l'entraînement. Mm. Et il y a des mecs qui sont très très bons à l'entraînement. Genre, ils te mettent des roustes. Mais le jour du combat, tu vois, ils transforment pas. Et il y en a, c'est le contraire. Il y en a, sortent pas du lot, tu vois, à l'entraînement. Mais le jour de la compétition, ils se transcendent. Et t'as un peu ces deux archétypes, tu vois, qui se confrontent. Et en fait, tu te demandes c'est qui le meilleur, tu vois. Est-ce que c'est le mec qui a le meilleur palmarès parce que au final, le jour J, il délivre, alors que 95% du temps, il est moins bon que l'autre. Ou est-ce que le meilleur, c'est celui qui gagne 95% du temps, tu vois. Ouais. Donc t'as un peu ça aussi que tu dis qu'est-ce que la vérité là-dessus? Et tu vois, en fait, cette question, elle est super intéressante parce que la question, c'est qui est le meilleur, par exemple, ici. Et donc là, il faut essayer de savoir, départager qui est le meilleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que si le meilleur, si on parle de la vérité du terrain, c'est qu'en fait, c'est organisé. C'est organisé dans le sens, voilà, un combat, tu le connais, c'est quelque chose, il y a un entraînement avant, il peut y avoir des chaînes de télé ou quoi que ce soit. En fait, c'est organisé, les gens regardent, il y a un public. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en philo souvent une épreuve. Une épreuve, c'est un moment où, justement, à la fin de l'épreuve, il y a l'issue de l'épreuve qui est justement ce jugement de vérité. Mais cette épreuve, elle est organisée, mais en même temps, elle fait intervenir quelque chose qui est extérieur à l'organisation, qui est peut-être la chance, Ouais. le destin, je sais pas, mais quelque chose qui fait que on peut pas non plus piper les dés, quoi. Enfin, en gros, Ouais. on ne maîtrise pas tout. Mais par contre, c'est organisé. Et tu vois, le fait qu'on peut avoir à la fois un peu d'organisation collective et à la fois quelque chose qui est indépendant de cette organisation collective, c'est ça justement comment on crée une vérité. Et en fait, et ça, tu le vois partout, même dans la vérité scientifique, qui est aussi une forme de vérité. Même chose, une expérimentation scientifique, c'est collectivement organisé. Ok. Et en même temps, on ne maîtrise pas le réel, qui est justement mis en jeu pendant cette épreuve. Donc c'est ce genre de questions-là qu'on parle Ok, dans ouais. la régime de vérité. Donc en fait, c'est un peu, je vais parler un peu en mode business, mais c'est un peu les KPI que tu définis en fait Ah. pour voir la performance en Bah, fait. typiquement, enfin, vu que moi je suis entrepreneur, il y a aussi une grosse question de quelle est la vérité. Ouais. Par exemple, quand on crée une boîte Ouais. et quand on avance, bah, en fait, souvent ce qu'on dit, la vérité, c'est dans les termes de start-upper, on dit souvent le product market fit. Ok. En gros, tu crées un truc, un produit, Ouais. et il faut que ça réponde à une demande. Ouais. Si tu as fait plein de marketing, si tu passes à la télé, tu fais plein de choses, tu as levé plein d'argent, ça, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est à la fin, ton truc que tu as créé Le taux doit d'adoption. répondre à une demande. Le taux d'adoption, c'est ça que tu veux dire? C'est le fait que les gens utilisent ton truc, en fait, tout simplement. Les gens disent que ce que tu as fait, Ouais. ça a une utilité, Ok. et ils sont prêts à payer pour ça. Ok. Et tu vois, cette vérité-là aussi, c'est organisé. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend il faut que tu aies un bon produit, forcément, mais il faut aussi que tu mettes la com derrière. Il faut aussi que tu mettes en place des commerciaux qui sont capables d'aller chercher les clients. Et justement, c'est des grosses questions aussi de se dire comment on fait pour organiser cette vérité de terrain qui est est-ce que ce que je fais répond à un besoin. Et
Bah, justement, on va en venir là-dessus. Donc, vu que tu es entrepreneur, tu vois, si je rétro-pédale mes questions, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, justement? Et au final, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat dans le sujet de ta thèse. Ouais. Donc, tu as essayé de l'allier 3 choses en même temps, quoi. Ton envie d'entreprendre, ta passion pour la philo et ces questions-là, et tes compétences techniques en intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient arriver à conjuguer les sujets qui les passionnent comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre, en fait? À la base, moi, je suis pas un entrepreneur de Pour le coup, t'es cofondateur. Est-ce que Ouais. c'est toi qui as eu l'idée de fonder la boîte ou t'as été appelé? Non, c'était une discussion avec mon associé Ouais. qui nous a fait cofonder la boîte. Vous Moi, êtes connus On s'est connus. vous étiez collègues, c'est ça? Voilà, on était anciens collègues et on se voyait régulièrement aussi. On Ouais. discutait pas mal de ces choses-là. Enfin, moi, je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est arrivé à un moment où je me suis dit, on est quand même dans une société où il y a des endroits particuliers où tu peux avoir de l'impact. Par exemple, avant, on pouvait avoir de l'impact quand on est dans un grand groupe, on est salarié dans un grand groupe, on est impliqué dans des grands projets, on a de l'impact. Ouais. Là, aujourd'hui, clairement, pour moi, dans le milieu des startups, c'est là où il y a beaucoup de financement en ce moment. Ouais. Les gens lèvent des fonds, il y a beaucoup de licornes qui arrivent. Il y a aussi, par exemple, avec le Covid, on a vu, on s'est rendu compte que l'innovation, elle est souvent portée aussi par des startups. Par exemple, les vaccins du Covid, on s'est vu que c'est pas les grosses boîtes type Sanofi qui ont réussi à les créer. En fait, c'est des startups souvent petites, des startups de 30 personnes. En fait, t'as de l'agilité, en fait. T'as de l'agilité avec le format. L'agilité a permis de créer cette innovation-là. Et là, je me suis dit, voilà, c'est clairement un endroit particulier où tu peux avoir clairement de l'impact. Et là, tu me parles d'un point de vue business. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'un point de vue personnel. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de risques. Ouais. C'est un changement de rythme de vie aussi, je pense, comparé au salariat. Ouais. Est-ce que t'en avais marre du salariat ou pas? Ou alors, en vrai, tu t'es dit juste, bon, on va voir si ça passe, tu vois. J'en avais marre du salariat. T'en avais marre du salariat? Ouais. Qu'est-ce qui t'allait pas dans le salariat? Ouais. En fait, dans le salariat, moi, à un moment donné, quand je travaillais, quand j'étais salarié, une des questions que je me posais souvent, qui est complètement bête, c'est un projet me venait et je me posais la question de quel est le lien entre ce projet-là qui me tombe dessus et moi. Moi, en tant que personne qui a une vie, qui aime faire ça. Tu voyais l'impact quand même au niveau groupe de ce que tu faisais ou pas? Pas toujours. Mais ça, c'est pas ça le Mais clairement, souci. Moi, mon souci, c'était je comprenais même pas le lien entre mon existence, le sens de tout ça. C'est une quête de sens derrière tout ça. Pourquoi je devrais me poser devant une table et réfléchir sur un projet qui n'a absolument aucun lien avec moi? Très difficile pour moi de continuer comme ça. Et du coup, par exemple, à cette époque-là... Est-ce que c'est pas parce que la boîte pour laquelle tu bossais t'es peut-être pas aligné avec tes valeurs? Oui, il y a un peu de ça aussi. Mais je pense que je savais même pas exactement où finissaient les choses que je fabriquais. On arrive dans un monde aussi, quand tu es ingénieur. Ouais, t'es juste un maillon de la chaîne. Tu fabriques un truc, tu sais pas exactement quelle est l'ampleur et quel est l'impact à la fin de ce que tu vas faire. Mais t'as quand même la big picture de ce que fait ta boîte pour la société, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu sais pas exactement ce que tu vas faire, comment ça va finir en fait. Tu sais pas très bien. Et ça, c'est quelque chose, cette quête de sens, que les ingénieurs l'ont beaucoup parce qu'on est dans des sociétés où aujourd'hui les chaînes de valeur sont de plus en plus saucissonnées et tu sais pas, tu travailles sur un truc mais tout petit, et la big picture, tu l'as pas. C'est difficile de l'avoir, de plus en plus difficile. Bien sûr. Donc si tu perds le sens de tout ça, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de s'engager, de s'approprier des sujets. Est-ce que c'était pas aussi un appel à l'aventure aussi également? Ouais, une forme d'aventure, dans le sens où tu sais pas où ça va finir. Tu te sens impliqué dans quelque chose qui dépasse un petit peu. Mais tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que je parle d'un point de vue personnel, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on a tous besoin à un moment donné dans une étape de notre vie avoir un appel à l'aventure où on a une vision et on a besoin d'aller en direction de cette vision et d'essayer que notre quotidien, tu vois, il soit étape par étape te rapproche de cette vision. Mais il y a un concept japonais qui s'appelle le Kaizen qui veut dire à peu près amélioration continue. D'accord. L'idée du Kaizen, c'est de pouvoir
incrémentalement améliorer petit à petit, tu vois, ta vie ou les choses. En fait, l'observation qu'ont les Japonais là-dessus, que je rejoins, hein, que j'aime beaucoup cette philosophie, c'est que, disons, 95% de tes journées sont plutôt banales. Tu vois, c'est très rare que tu aies une journée dans ta vie qui soit un grand changement pour toi. Donc, en fait, à partir de cette observation-là, tu décides, est-ce que tu veux que tes journées n'aient pas d'impact sur les jours d'après, tu vois, et qu'au final, que je te demande qu'est-ce que tu as fait de ta journée, tu sais même pas. Et donc, au final, tu vas au boulot, tu fais ton taf, et le lendemain, tu refais pareil. Donc, tu refais exactement la même chose, mais tu sais pas trop vers où tu vas, mais juste tu fais ce qu'on te demande. Et en gros, en fait, ta journée, je paraphrase encore, hein, ta vie, au final, est une succession de journées banales qui font que ta vie est plate, tu vois, en ligne droite. Alors que si tu pars avec une vision et un projet, une aventure, tu vois, chaque journée, même si c'est banal, tu fais une petite pierre à l'édifice vers cette vision-là, et ta journée, en fait, incrémentalement, enfin, l'enchaînement des journées va être en croissance, tu vois. Et je pense que dans le salariat, si on est, ce qui est un piège qui peut arriver avec le confort, après on pourra en venir à ces discussions-là, c'est qu'on peut vite venir vers un cycle plat où en fait on a de confort et en fait on enchaîne, tu vois, et sans que la veille ait un impact sur le jour J et sans que le jour J ait un impact sur le lendemain, tu vois, et que se lancer dans l'aventure, donc prendre des risques, donc ça implique de prendre des risques, te force en fait à prendre ces micro décisions qui cumulées te rapprocheront de ton but. Ouais. Et j'ai l'impression qu'avec l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Je sais pas, je ne suis pas entrepreneur, donc je te pose la question, mais j'ai l'impression que là, chacune de tes décisions, tu as quand même une vision court-termiste, moyen-termiste, long-termiste, tu vois. Ouais, c'est clairement important d'avoir cette vision un peu plus de long terme. Mais tu le vois pas que dans l'entrepreneuriat. Je sais pas, par exemple, dans la parentalité, Ouais. tu le vois de fou parce que, en soi, tous les jours, tu fais des tâches relativement banales, clairement banales, hein, et souvent répétitives même. Ouais. Et pourtant, à la fin, 20 ans plus tard, je pense que tu vois le résultat. Tu te dis, Bien sûr. En fait, c'est quand même fou que le résultat que ça fait. Tu as créé une existence, plus ou moins, et tu fais en sorte qu'elle est autonome sans toi. Et pourtant, toutes les tâches sont très banales. Et c'est pourquoi c'est... Là, ta fille, elle a 2 ans, c'est ça? Ouais. Donc toi, ton but en tant que père, c'est que ta fille soit autonome. Et que ce soit une personne bien, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Mais moi, je pense que ton KPI en tant que parent, c'est pas le bonheur de ton enfant. Souvent, des gens disent ça, ils disent tant que mon enfant est heureux, ça me suffit, tu vois. Moi, je pense que le KPI en tant que parent, c'est d'éduquer et d'élever un adulte autonome et responsable. Comme ça, si le jour où tu disparais, bah, tu sais que tu t'inquiètes pas et tu sais que ton enfant va se débrouiller et sera bien dans sa vie, tu vois. Un peu. Et après, voilà, le bonheur est bien, tu vois, dedans, mais parfois, il y a des responsabilités à avoir, des sens et tout ça, et des choses un peu désagréables qui permettent de grandir, tu vois. Donc, je pense que c'est ça un peu le KPI en tant que parent. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas si tu t'es posé la question sur la parentalité, justement. Mais c'est quoi ton objectif long terme, tu vois, avec ta fille? Je sais pas s'il y a un objectif, mais c'est oui, si tu veux, qu'elle soit autonome ou qu'elle survive indépendamment de toi. Donc je sais pas si on peut appeler ça un objectif, mais en tout cas, c'est une direction, je veux dire. C'est une direction. C'est une forme de direction, un horizon vers lequel on va et qui se crée au fur et à mesure, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Mais bah écoute, très content d'être aligné là-dessus. Alors, je vais te reposer la question parce que je te l'ai posé un peu sur les philosophes, etc. Mais maintenant qu'on parle de ça, est-ce que tu as eu des mentors justement sur l'entrepreneuriat? Que ce soit des mentors que tu as rencontrés, tu vois, je pense que peut-être, ou des mentors que tu lis ou que tu suis, tu vois, qui te guident un peu dans cette aventure-là. Moi, j'apprends en fait beaucoup de mes collègues déjà, Ouais. de manière générale. Ils avaient déjà fondé une boîte avant ou pas? Non. C'est tous votre première Que ce soit boîte. mes associés, même les employés, en fait, j'apprends beaucoup d'eux de manière générale. Ça t'aide dans ta vision d'entrepreneur? Ouais. Ok. Ouais, ça m'aide. On essaye de se donner des feedbacks, que ce soit avec les employés ou entre associés. Et par exemple, quand tu reçois un mauvais feedback, ça te permet aussi de t'améliorer, je pense. Je pense pas. Moi, j'ai jamais eu cette idée qui peut avoir des mentors ou des personnes que tu peux ériger en modèle. Ah ouais? Je pense vraiment. Enfin, la réussite, elle se fait de manière déjà collective. Ouais. Et ça se fait Flat? avec des interactions différentes, c'est plutôt de cette manière-là qu'on crée une bonne organisation collectivement, qu'on crée la réussite. Ok. Mais je pense pas qu'il y ait des personnes de manière particulière qui peuvent leader le groupe et
et complètement pousser les choses en avant. On C'est aime bien c'est le pas dans ce dépeindre de sens-là, cette c'est pas dans le manière-là, sens mais leadership que je veux dire. C'est de dire un peu ouais, est-ce que j'ai eu des mentors une particuliers vision, que tu vois, un point de vue qui peut te guider, tu vois, parce que quand tu te lances dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, tu vois, c'est bien de regarder ce qu'ont fait les autres. C'est ça que je veux dire. Plus dans ce sens-là. Pas dans le sens qui dit ce que tu dois faire, mais dans le sens où tu te dis, ouais, peut-être modèle, peut-être c'est ça, mais tu vois, tu te dis, ah ouais, lui, il a fait comme ça quand il a monté sa boîte, tu vois. Ouais. Ben, en fait, le monde de l'entrepreneuriat, c'est en soi un monde assez particulier, dans le sens où c'est un monde très axé sur la responsabilité individuelle, très individualiste, axé un peu sur le fait d'ériger des personnalités, par exemple, je sais pas, Elon Musk ou qui que ce soit, comme des espèces de messies, en fait, des Ouais. gens qui ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues, des gens qui ont une part d'ombre aussi. Mais en soi, moi, cet entrepreneuriat, c'est pas celui auquel j'aspire et c'est pas. Enfin, c'est souvent aussi des fantasmes que les gens ont et qui permettent aussi à la fin de soutenir des systèmes qui sont pas ceux que je veux. Par exemple, des systèmes où on est d'accord pour que certains s'enrichissent comme pas possible et que d'autres ne touchent rien, en fait. Donc Mais non, je pense que justement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose justement, est-ce que t'as pas des modèles dans l'autre sens qui sont plus alignés avec tes valeurs? en entrepreneuriat. Non, Ouais. j'ai des modèles d'entreprise Ouais, des modèles d'entreprise. où on peut se dire, enfin des modèles d'entreprise où on a une organisation qui est plus horizontale, Ouais, où il y a une forme de démocratie, dans le sens où tout le monde a le droit de dire des choses, ok. de participer à la vision générale. Et il y Ouais. a aussi, de manière financière, aussi les gens prennent leurs responsabilités, ont des parts dans l'entreprise Ok. et ont eu des rétributions qui Ok. sont à la hauteur de leur Ok. Non, mais de leur contribution. pour revenir au mentorat, ce que je voulais dire, c'est. Je pense que vous avez été accompagné dans un accélérateur. Euh, Pas vraiment un accélérateur, mais un incubateur. Un incubateur, pardon. Un incubateur, excuse-moi. C'est moi qui n'ai pas les bons termes. Donc, c'est que vous avez quand même un accompagnement avec ils appellent ça du mentoring, non? Ou du tutorat, je sais pas. Comment ça se passe, en fait? Alors, dans une startup, au tout début, ça peut arriver que. Alors, souvent, un incubateur en soi, hein, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins des bureaux. Ouais. Donc, on te file des bureaux, tu Donc là, payes c'est juste- location. C'est juste de la logistique, on va dire. Voilà, c'est de la logistique. Et ils peuvent aussi te donner, te mettre à disposition peut-être d'autres entrepreneurs, des anciens entrepreneurs qui peuvent discuter avec toi de temps en temps. Tu peux leur parler de tes problèmes que tu peux avoir avec tes employés, avec des sujets particuliers. Et ils peuvent donner leur avis. Après, moi, je suis pas sûr que j'ai eu des coachs qui m'ont vraiment Non, fait tu penses pas? révéler des Ok. choses très particulières. Non, Ok. Parce que ouais, ok, d'accord. Parce que pour le coup, tu vois, c'est mon avis personnel. Je suis partisan du fait que bon, je vais être un peu cliché et un peu sexiste dans ma dans ma phrase, mais je suis partisan dans l'idée que le fait que dans le développement d'un jeune homme, d'un garçon, tu vois, c'est important d'avoir un deuxième père en tant que mentor, tu vois. Parce qu'on a un père biologique et souvent on rencontre un deuxième modèle masculin qui n'est pas notre père, qui nous guide un peu dans notre développement en tant qu'homme. Et je pense que je suis biaisé. J'ai conscience que je suis biaisé par ma pratique, tu vois, des sports de combat et des arts martiaux. Et moi, mes mentors sont mes maîtres, entre guillemets, donc qui m'ont guidé depuis que je suis jeune et que je considère aussi. Il y a une relation un peu, tu vois, de mentor et de deuxième père, tu vois, où je me reconnais, où ils m'apprennent des choses, des valeurs que mon père m'a pas forcément apprises ou que j'ai eu du mal à discuter avec mon père. Et je me demandais, en fait, si ça s'appliquait, en fait, également dans d'autres domaines. C'était la question que je me posais, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je l'ai, tu vois, par ma passion, qui est le sport de combat. Et je voulais savoir si toi, tu l'avais dans tes autres domaines. Mais bon, après, peut-être pas, hein. Ça répond à mes questions. Après, tu peux avoir des modèles, mais qui sont pas forcément personnifiés derrière des gens, Ouais. en fait. Mais Ouais, qui ce que je peuvent te dis, être ça peut être des modèles un peu théoriques, tu vois. Ouais, par exemple, dis, tu vois, genre Bruce Lee, c'est un peu cliché, mais Bruce Lee, tu vois, il était également philosophe à côté.
Et il y a pas mal d'enseignements, tu vois, qui donnent sur la philosophie des combats, etc., que je garde, tu vois, en tête, dont je suis imprégné, dont j'ai jamais rencontré, tu vois, mais ça peut être vu comme un mentor en tant que modèle. Ouais. Donc, je sais pas si toi, t'en as eu au final dans ta vie ou pas. Des courants philosophiques que j'ai beaucoup aimé, oui, Ouais. bien sûr, j'en ai eu. Le pragmatisme, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est par ton background scientifique? Non, je pense qu'on peut avoir des attraits particuliers pour des choses qu'on a lues, euh, parce que simplement, ça nous fait penser à des choses. Tu te dis, ah bah tiens, ces choses-là, c'est quelque chose qui peuvent m'être utiles ou qui résonnent, en fait. Je sais pas, je serais pas exactement te dire pourquoi. On peut aimer un courant philosophique, je sais pas. Ok. Ok. Comment je me demande, c'est quoi, bah, par curiosité, c'est quoi ta démarche, tu vois, par rapport au courant scientifique? Genre, tu les laisses venir à toi ou tu te dis, là, j'ai lu et j'ai appris sur un courant scientifique, je vais essayer d'en apprendre sur un peu un courant contraire pour avoir une antithèse, tu vois, et me faire mon propre avis, tu vois? Ouais. C'est quoi ta démarche? Peut-être En qu'elle est pas fait, consciente, peut-être qu'elle est pas consciente, hein, peut-être que tu fais ça de manière inconsciente, mais. euh, en fait, déjà, il faut se laisser porter par exemple, tu vois, quand tu fais de la philo, Ouais. en règle générale, tu as un enseignement qui est chronologique, dans le sens où tu vas commencer par Platon, voilà, les Socrate. Grecs, Socrate, Héraclite, Parménide, même avant eux. Ouais. Et ensuite, tu vas faire un peu, enfin, le Moyen-Âge, D'ailleurs, les pères de l'Église, machin. Tu vas par aller. curiosité, est-ce que l'enchaînement est plutôt logique ou pas? Ou est-ce qu'il y a des disruptions Et, dans euh, ces courants-là? et justement, en fait, un courant philosophique, enfin, je sais pas, quand tu fais les modernes, ensuite tu vas Kant, Nietzsche, ainsi de suite, ben, chaque fois, ils se réfèrent à ceux qui viennent avant. Et souvent, il y a des formes, en tout cas, ils se prétendent comme être des dépassements. Et du coup, juste en suivant sous le cours chronologique de la philo, par exemple, tu as l'impression déjà d'aller dans une direction, en fait. Donc en fait, simplement, si tu te laisses porter par, je sais pas, une licence, un master, t'as déjà l'impression d'aller dans une certaine direction sans même essayer de chercher à dire, ah, lui, je suis d'accord. Ouais, mais est-ce que tu trouves pas que tu es un peu trop dans des balises, tu vois, et que c'est pas assez personnalisé par rapport à toi? Mais c'est pas le but. Quand tu fais de la philo, Ouais. le but, c'est pas de personnaliser la connaissance de quelqu'un, c'est vraiment de rentrer dans ce que la personne a pensé, pourquoi elle a pensé, à comment elle se réfère. Il n'y a pas la question de qu'est-ce que je fais de ce que la personne vient de dire, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir des espèces d'enseignements un peu type développement personnel sur chaque courant. C'est vraiment un type vraiment dire, j'essaye de comprendre. C'est une démarche plus intellectuelle que. Bah, quand tu pars sur un nouveau courant philosophique, tu vois, que tu connais pas trop, c'est quoi ta démarche, toi, étape par étape? Tu fais quoi d'abord? Tu regardes genre une page Wikipédia sur qui sont les grands penseurs de ce courant-là, et ensuite tu t'intéresses en détail, tu vois, ou est-ce que tu commences par un penseur et ensuite tu y vas? C'est quoi Ouais. ta démarche un peu? Ouais, Si tu devais, c'est une super question. si tu devais juste te donner deux trois tips, tu vois, pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la philo, tu vois, et qui sait pas trop comment aborder le truc parce que c'est quand même dense comme domaine, qui sait pas comment aborder. Par exemple, il se dit, ah, je vais commencer par le pragmatisme, mais je commence par qui? Je regarde quoi, tu vois, sur Internet? Qu'est-ce que tu conseillerais? D'abord, alors, ça dépend. Soit tu veux t'intéresser à un courant philosophique, qui est une possibilité, ou soit tu t'intéresses à une personne, un philosophe. Donc, c'est différentes choses. Si, par exemple, tu t'intéresses à une personne, une des premières choses à faire, c'est de savoir sa vie, en fait. Ouais. Alors, dans quelle époque il est, il se réfère envers qui, quels sont ses profs, et c'est de comprendre un peu d'où il vient, en fait. Et ça, c'est super important. Et je pense que c'est ça la première étape. Mais bon, si c'est vraiment un courant philosophique qui t'intéresse, je pense d'abord, avant de rentrer dans les détails, il faut que tu aies une vision générale. Et oui, tu peux aller rechercher sur Internet, machin, avoir une vision générale, voir comment ça prend. Et ensuite, une fois que tu fais ça, il faut que tu creuses, en fait. En fait, il faut prendre un fil directeur qui te parle et creuser. Et si tu creuses vraiment bien, à la fin, ça va être ce qu'on appelle de l'herméneutique, en fait. Ça va être de l'interprétation des textes. Tu arrives sur un texte, tu te dis, ah, ok, ça se réfère à quoi? Ok, ce sens, comment on le voit? Comment ce sens d'un certain mot a pu changer avec le temps? Et ça devient vraiment on décortique en fait les choses. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les gens qui font de l'analyse des textes religieux. Ouais. Et ben il y a clairement ça aussi, tu vois. C'est voir comment une interprétation s'est imposée avec le temps.
Ouais. Et en fait, on se rend compte d'ailleurs, quand tu commences à voir ça comme ça, qu'une interprétation, c'est toujours biaisé, dans le sens où tu as toujours des groupes dominants de personnes qui se sont amusés à faire imposer une interprétation plutôt qu'une autre. Et c'est de comprendre tout ça, en fait, décortiquer toutes ces choses-là, qui est superbe. Moi, je trouve que c'est cette partie-là que j'aime bien dans la philo. Donc au final, tu penses qu'à force de le faire, tu le fais de mieux en mieux ou pas? Est-ce que c'est un peu comme un muscle, tu vois, que tu travailles Ouais. et maintenant que tu es habitué à le faire, tu as un nouveau courant philosophique et tu peux l'appréhender ou être plus efficace et plus rapide, tu vois, là-dessus? Après, c'est dur de dire est-ce que je suis plus rapide parce que je suis pas sûr qu'il y ait un but derrière tout ça, tu vois. Ouais. Enfin, Non, mais je veux dire, mais par contre, t'es moins perdu, tu sais à peu près, t'as un peu une carte, tu vois, de comment je vais faire, tu vois. ouais. En fait, il y a clairement, quand tu fais ce genre de travail, déjà, tu lis très lentement. Et ça, moi, j'ai appris à lire lentement. Ok. Ouais. Et d'habitude, on dit voilà, comment on fait pour lire vite. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, une compétence à lire lentement. Alors là, ça va à Et- contresens de ce que et je m'attendais. Ouais. Mais je veux bien que tu détailles un peu. de vraiment, bah, en fait, par exemple, quand tu prends des textes un peu compliqués, notamment des textes philosophiques, ça peut être aussi des textes religieux, par exemple, Ouais. c'est de vraiment de se dire, bah, ce mot-là, à quoi il se réfère et chaque fois que tu as une phrase, bah, en fait, ça t'ouvre une infinité de possibilités, ça t'ouvre un réseau de choses à regarder et pour comprendre en fait exactement comment cette phrase-là s'est imposée au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends quand tu fais de la philo, de se Ok. dire... et par exemple, d'ailleurs, je discutais avec une fille qui fait de la recherche. Donc, c'est une militante féministe D'accord. et qui travaille dans l'interprétation des textes islamiques et notamment sur certains versets Ok. qui sont controversés, en tout cas, ou que les gens essayent de les reprendre en disant ah, là, ici, l'islam, attention, Ouais. c'est sexiste, là c'est pas bon. Bah, elle, justement, grâce à ce travail-là qu'elle a fait, qui est un travail universitaire, elle montre en fait comment ces sens-là, qui sont clairement sexistes, se sont imposés avec le temps, mais pas parce que le texte à la base était comme ça, c'est parce que voilà, le texte a eu une histoire, et certains groupes de personnes, alors forcément c'était des hommes, se sont mis à imposer une telle interprétation. Mhm. Et tu vois, ce travail de décortiquage, il est super utile, notamment pour un travail, du coup, là, ici, militant, qui permet de réhabiliter des textes en montrant un peu la contingence des interprétations. C'est un travail ultra utile. Et tu vois, on parlait au début de la morale. Ouais. Ça, c'est super intéressant, la morale, parce qu'on s'est rendu compte que, alors, pour l'anecdote, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à se demander, mais en fait, est-ce qu'il y a moyen, avec des critères très précis, de hiérarchiser la morale des gens? Dire, voilà, lui, plutôt en termes moral, il est pas mal, alors que lui, vraiment, il a vraiment Tu lui au donnes, nul, tu lui au donnes zéro, tu vois. un score moral, quoi. Ouais, et du coup, ils ont commencé à faire des indicateurs du genre... Attends, mais est-ce ça que... c'est vraiment fait? Ouais, ils ont vraiment fait ça. Ils ont fait du genre, bah, est-ce que vous donnez de l'argent à des mendiants? Est-ce que vous... voilà, plein de petites questions qu'on Ouais. pose et on essaye ensuite de hiérarchiser les gens. Et en fait, tu vois, le résultat de tout ça, alors le résultat, c'est que les hommes étaient plus moraux que les femmes. Incroyable. Tu vois, tu dis, mais comment ça se fait? Mais voilà, résultat incroyable. D'accord. Et en fait, les gens... Attends, bah après, en tant que personne qui a fait des stats, Ouais. ça a été fait où? Combien de personnes? C'est quoi le contexte? Les gars ont travaillé sérieusement, des scientifiques. Et en Ouais. fait, qu'est-ce que ça... Et derrière... Mais c'était où? C'était en Occident? C'était en Occident. Et les gens sont... Eh ben, à partir d'un résultat pareil, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est du déclaratif. Ouais, alors il y avait du déclaratif, mais les gens ont travaillé justement ces critères. T'as toujours un peu le biais de la personne te dire bon, faut que je dise ça parce que sinon je passe pour un connard, tu vois. Et on peut se poser la question, tu vois, genre, est-ce que je donne de l'argent à un mendiant? Moi, je vais dire oui. Mais après, est-ce que je le fais sur 10 fois? Combien de fois je le fais? Tu vois, peut-être j'en fais 3 fois sur 10. Mais je vais dire oui dans un sondage, tu vois. Mais là, la question qui s'est posée, c'était en fait, on s'est rendu compte que les courants même philosophiques de la morale, Ouais. Bah, ça a été construit par des hommes, souvent pour des hommes, avec une vision d'homme. Et au final, si tu décortiques, les gens se sont rendus compte, mais il y a peut-être d'autres formes de morale, d'ailleurs qui n'ont pas été mesurées par ce machin-là, et qui étaient plus liées plutôt à des activités, entre guillemets, plus dans la socialisation féminine. Et en fait, bah, du coup, ça crée en fait de nouveaux courants, par exemple du care, par exemple, Ouais. de d'autres philosophies morales qui étaient très éloignées de la morale à la Aristote ou à la Kant. Tu dirais que la morale est genrée alors? Mais enfin, il y a même pas c'est même pas la morale, c'est la science même à les genrer en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu penses qu'il y a la morale de manière générale, les hommes n'ont pas la même morale que les femmes? Plutôt. Si on fait en distribution, tu vois,
si on considère que c'est à peu près une loi normale, est-ce que les lois normales sont alignées ou est-ce qu'il y a un décalage, tu vois? En fait, ce qui est genré, c'est ce qu'on considère, ce qu'on qualifie comme moral. Ouais. Cette activité qui Ouais. est de se dire ça c'est moral, ça c'est l'est pas, Ouais. c'est une activité qui est genrée. Dans le sens où cette activité qui est de se dire bah voilà comment on fait pour qualifier ce qui est bon ou pas bon, bah c'est une activité qui se base pas que sur des gens et leur cerveau, mais ça se base sur des concepts, De la ça se culture. base sur des pratiques, sur des cultures. Et tout ça, bah, en fait, non, c'est quelque chose qui est biaisé par la socialisation masculine ou féminine. Bah alors, si on reparle de ce point de vue-là, que la morale n'est pas n'est pas un monolithe immuable, comment tu adaptes ça avec ton taf? Après, j'ai une autre question par rapport à ça. Comment en partant de ce postulat-là, donc il y a une hypothèse forte que tu prends, comment tu te dis que tu vas pouvoir aider les algorithmes, tu vois, à être plus éthiques, donc être plus alignés avec la morale, on va dire, hein. Si je comprends bien l'éthique, c'est l'application pratique de la morale qui elle est plus philosophique, voire métaphysique. Si la morale n'est pas immuable, comment toi, ta vision, tu vois, de rendre l'intelligence artificielle plus éthique et faisable? Mais alors, effectivement, il y a toujours la confrontation de est-ce que c'est immuable, dans le sens où ça dépend de pas de contexte, ou Ouais. est-ce que ça dépend du contexte. Mais moi, je pars du principe que il faut juste oublier le fait que c'est immuable. En fait, le premier point de départ, c'est justement que ça dépend du contexte. Ok. Du coup, le but, c'est pas de faire en sorte que ça soit indépendant, mais c'est plutôt de se dire De contextualiser à chaque de le fois. contextualiser un max, en fait. Et D'accord. il faut pas avoir honte du fait que ça dépend du contexte. Il faut plutôt Ok. se dire comment on fait pour rassembler les parties prenantes. Ouais. Pas uniquement les constructeurs, par exemple, de l'IA, mais aussi par exemple les utilisateurs, les gens qui peuvent être, qui sont peut-être plus éloignés et qui peuvent être impactés par tout ça, pour que toutes ces personnes-là puissent, par exemple, discuter, débattre et arriver à ce qui devrait être fait, en fait. Et donc, au contraire, en fait, le but, c'est pas du tout d'avoir honte que c'est contextuel, mais c'est de dire, utilisons le contexte au maximum en rassemblant les bonnes personnes pour faire en sorte d'aller vers une direction qui convienne à toutes ces personnes-là. Ok, donc c'est un peu du tailor-made alors. Après, là, ce que je dis, on peut le théoriser philosophiquement, c'est une morale basée sur le discours, en fait, sur la discussion, Ouais. sur le débat. Et il y a des gens qui ont théorisé tout ça, Habermas par exemple, mais je pense que c'est ça qu'il faut mobiliser quand tu fais l'éthique appliquée. Ok, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Donc, ok, donc toujours remettre dans le contexte et toujours contextualiser dans le cas d'une. Ok. Alors, le truc que je voulais revenir là-dessus, c'est quand tu me disais que ta démarche un petit peu pour décortiquer en fait l'interprétation de certains textes, je reprends en fait là où tu me parlais que tu parlais avec une chercheuse en féminisme et qui réinterprétait des versets du Coran pour voir dans leur contexte et pour ne pas dire qu'ils sont forcément misogynes, etc., et sexistes, mais que c'est une interprétation. Est-ce que cette démarche-là, qui est une démarche, on va dire, un peu philosophique, de réinterprétation, etc., tu vois une application pratique dans le domaine de l'IA? Est-ce que ça te sert, en fait, tu vois, ce background que tu as, et cette gymnastique intellectuelle que tu es capable de faire maintenant, entre lire un texte, le lire lentement, savoir l'interpréter, etc., et de pouvoir attends, comment on dirait ça? Faire la gymnastique de le conceptualiser pour l'intelligence artificielle, tu vois. Est-ce qu'il y a des transferts? Oui, un petit peu, tu vois, d'essayer de comprendre comment ce qui est aujourd'hui érigé comme une vérité Ouais. et en fait est un peu friable, Ouais. dans le sens où ça a une histoire. Est-ce que tu peux avoir ces problèmes-là avec l'IA? Et oui, parce que l'IA, c'est une discipline scientifique aussi, donc il y a aussi une certaines interprétations, Mais par exemple sur. ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu disais que cette chercheuse ou doctorante, je me rappelle plus. C'est plutôt une militante. Militante. Ouais. Voilà, cette militante qui reprend des versets controversés, sans mauvais jeu de mots, pour les remettre dans une nouvelle analyse et vue sous un nouvel angle, parce que c'est l'interprétation et dans le contexte, etc.
est-ce que cette mécanique-là peut être codée, entre guillemets, tu vois, dans une IA, de dire voilà le texte, voilà la chaîne de caractères, tu vois, voilà la string, et voilà maintenant, tu vois, remise dans le contexte avec d'autres informations, etc., comment on pourrait l'interpréter. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est cette mécanique qu'elle fait. Est-ce que tu penses que ça peut être appliqué dans le domaine de l'intelligence artificielle? Donc, ça remet en tout cas le biais, la notion de biais et la notion d'éthique, parce qu'on ne prend pas pour vérité une déclaration, tu vois, mais on remet dans le contexte, etc. Enfin, tout ce travail-là, tu vois, est-ce que tu penses qu'il peut être, il peut être ouais, conceptualisé, tu vois? En fait, ce travail-là, il est utile si on cherche une manière de le rendre un peu opérationnel. Je pense qu'il est utile dès lors que tu vas avoir des discussions sur même discussions soit politiques, soit éthiques. Ça permet de comprendre pourquoi on estime que quelque chose est bon ou pas bon. Je prends des exemples tout bêtes. Par exemple, la culture. Je prends la culture française. Allez, la culture. La culture, c'est les gens, l'identité française, ils peuvent l'avoir de mille manières très différentes. Pour certains, l'identité française, ça peut être tourné autour de la gastronomie, d'autres pour autre chose. Voilà, c'est clair. On sait que cette culture-là, elle peut changer avec le temps. Par exemple, je sais pas, les gens vont dire, bah voilà, dans la culture argentine, ben, il y a la viande, manger des viandes, c'est super important. Et puis on se rend compte qu'en fait, pas du tout. La viande, c'est quelque chose qui est arrivé bien tard. Moi, je suis d'origine sri-lankaise. Les gens souvent associent au Sri Lanka le thé. Mais au final, c'est venu bien tard. D'ailleurs, c'est venu avec la colonisation anglaise. Donc, on comprend qu'en fait, une identité, en fait, ce qu'on voit derrière, peut-être ce qu'on pourrait appeler une culture, eh ben, c'est quelque chose qui dépend du temps, ça dépend des populations, et encore pire même, ça dépend même des groupes de personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à peut-être fantasmer une culture et se dire, bah voilà la bonne manière de le voir. Donc, c'est un risque, c'est ça que tu veux dire? Et ouais, bah du coup, bah, ça nourrit les intérêts de certaines personnes. Bien sûr. Et du coup, quand tu commences à voir les choses de cette manière-là, parce que tu vois, voilà, ben, une culture, quelque chose, c'est friable, ça dépend des gens, machin, c'est là où tu te rends compte que comment c'est instrumentalisé pour faire des choses. Et tu penses que l'IA peut être dangereuse dans l'instrumentalisation de ces choses-là? Ouais, il y a... Alors, c'est peut-être pas que ça peut être dangereux, mais il y a des courants donc, dans la manière de voir l'IA. Par exemple, là, aujourd'hui, en France, on voit l'IA comme quelque chose de... qui va apporter beaucoup de croissance et coûte que coûte, il faut mettre beaucoup d'argent Je suis derrière pas si ça. sûr que ça. Mais, Et en fait, enfin, dans les faits, Ouais. l'État français met énormément d'argent dans l'IA. Quand je te dis énormément d'argent, c'est toutes les subventions va là-dedans. Et en fait, remets-moi un peu de contexte, s'il te plaît, juste pour que je situe. Là, la startup que tu as fondée, Giscard, est quand même en lien avec aussi le gouvernement. Vous êtes en discussion avec le gouvernement. On connaît bien, oui, le gouvernement. Ouais. Mais j'ai vu que vous étiez invité au forum de Davos Ouais, par Macron. Ouais. Donc vous êtes au courant de la stratégie gouvernementale sur l'IA. Oui. Donc il y a beaucoup d'investissements là-dessus. Oui. Ok. Et l'investissement qu'il peut avoir là-dessus, c'est aussi quelque chose de discutable. Parce qu'au final, l'investissement public, c'est quoi? C'est le contribuable. C'est des impôts de gens qui payent. Bien sûr. D'ailleurs, des gens qui payent qui ne savent pas forcément ce que c'est l'IA. Bien sûr. Et qui se retrouvent à financer quelque chose parce qu'il y a des gens, des bureaucrates, quelques personnes qui pensent certainement, parce qu'ils ont une certaine vision des choses, qui est que ben voilà, l'IA, il faut absolument mettre de l'argent dedans parce que ça va apporter de la croissance et qu'à la fin, ben, la société va s'en porter mieux. Okay, bah, c'est une idéologie, et cette idéologie, si tu commences à la décortiquer, tu vois en fait à qui ça profite et à qui ça pourrait ne pas profiter. Et ça, c'est quelque chose, un raisonnement qui est politique, tu penses? Bah, peut-être on peut se dire que à qui ça profite l'IA au final aujourd'hui, bah déjà des gens, des entrepreneurs qui bénéficient souvent de cet argent-là, déjà des grands groupes, puisqu'en fait l'IA au final c'est utilisé par qui? Souvent par des gens qui ont beaucoup de données, parce que c'est la matière première de ça, de l'IA. Et qui a beaucoup de données? Bah, c'est souvent des entreprises qui ont eu le temps de collecter toutes ces données, qui ont beaucoup de services, qui sont souvent très internationales, donc en fait ça leur profite beaucoup. Ça profite à qui d'autre? Ça profite à des gros pays, des pays très structurés qui ont aussi beaucoup de données. Donc voilà, c'est de comprendre en fait, ce système-là, il s'insère dans quelque chose de beaucoup plus général et qui profite à certains. Et au final, l'argent à qui c'est pris, à des gens qui n'ont peut-être rien à voir et qui peut-être qui sont, je sais pas, aides-soignantes dans un hôpital,
qui travaillent dans un restaurant et qui sont employés de restauration et qui, pour eux, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. Par contre, ils génèrent des données. En tout cas, ils permettent à ceux qui génèrent des données, des grosses entreprises, de faire des choses qui apportent de la croissance. Alors, j'avais vu une statistique, justement, pendant que tu en parles, que plus de la moitié des Français, donc c'est un sondage IFOP, plus de la moitié des Français se disent inquiets par rapport au développement de l'IA et par rapport au futur de leur employabilité, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a d'un côté, j'ai l'impression qu'en fait que, bon, je suis quand même un petit peu dans le domaine, mais j'ai l'impression qu'il y a un schisme entre ceux qui sont en fait, qui comprennent, entre guillemets, le potentiel que ça peut avoir, les dirigeants, etc. Ouais. Et les personnes qui, eux, ne travaillent pas dans le domaine ou ne sont pas décisionnaires, comme tu dis, le contribuable, etc., qui sont inquiets par rapport à ça. C'est quoi ta vision par rapport à l'employabilité des gens? D'un point de vue personnel, hein, je te demande. Est-ce que tu penses que ça a vraiment un risque sur l'employabilité des gens, tu vois, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou est-ce que tu penses que c'est une peur comme on peut avoir à l'époque où les voitures sont arrivées et on disait, putain, les maréchals ferrants, ils n'auront plus de boulot, tu vois? En fait, ce qui s'est passé avec l'IA, c'est que souvent, l'innovation, ça coupait des... Enfin, en tout cas, l'innovation digitale, numérique, au final, ça automatisait les choses et ça automatisait les tâches qui étaient les moins qualifiées. Donc, au final, on se disait, en fait, ça va automatiser le travail des ouvriers, des personnes employées. Avec l'IA, c'est différent. Contrairement à la révolution plus industrielle des machines, en fait, c'est pas vraiment le travail sous-qualifié qui est automatisé, mais c'est plutôt celui qui est au milieu, on va dire, qui est pas le travail de prise de décision, de management. Donne des exemples, s'il te mais plaît. qui peut être, par exemple, le travail qui est faire un peu de logistique, faire du travail peut-être de secrétariat, organiser une réunion, faire de la comptabilité, faire de la petite analyse de données, générer des contenus, générer des mails, enfin du travail peut-être tu penses qui n'est pas le plus qualifié. Je me pose la question, mais tu penses qu'un médecin généraliste pourrait être remplacé par un bon arbre de décision, tu vois? Donc, je me pose moi, je me posais la question, tu vois? Je me dis, pourquoi avoir un médecin généraliste qui a fait doctorat, etc., alors que tu pourrais avoir une infirmière qui prend ton pouls, prend, tu vois, certaines mesures, le donne à une IA, donne les symptômes, le pouls il est à temps, la température est à temps, la personne me dit qu'elle a de la toux, etc. Et l'arbre de décision, tu vois, il a le Vidal en tête, tu vois, et il dit, c'est 35% une grippe, 80% une pneumonie, sachant qu'il est fumeur, etc., tu vois. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Tu vois, sur ce type de boulot qui est quand même hyper qualifié, mais au final, c'est beaucoup d'études pour accumuler beaucoup de connaissances, alors qu'avec une IA, ça s'apprend assez vite. On l'a vu, par exemple, pour les médecins. Enfin, il y a un radiologue que je connais bien, par exemple, qui utilise tout le temps de l'IA pour justement savoir détecter faire les tumeurs, des diagnostics et tout. Et il me montre à quel point il utilise l'IA, mais par contre, à quel point ça le remplace pas, dans le sens où il va juste il va être augmenté. Et dans ce cas-là, c'est que ce que tu dis, enfin, si tu me reprends, si je me trompe, c'est que ça va pas remplacer les gens, mais ceux qui sauront s'en servir seront plus privilégiés, on va dire, seront plus mis en avant que ceux qui ne savent pas s'en servir, en fait. Un radiologue qui utilise l'IA, qui sera assisté par l'IA, sera plus efficace qu'un radiologue qui ne sait pas s'en servir. Il sera plus efficace, mais attention, par contre, le fait de penser qu'un travail, un métier se résume à un arbre de décision, c'est complètement faux. Et je pense que dans le métier de médecin, ça se voit encore plus que c'est faux, parce qu'en fait, le médecin, il est payé à faire quoi? De manière... Enfin, le plus important de son travail, c'est la prise de responsabilité. Et on le voit quelquefois, le médecin, en fait, le diagnostic, il est fait, c'est pas ça le plus compliqué, mais par contre, là où il est attendu, c'est quand il va signer, en fait. C'est à un moment donné, quand tu vas prendre les médocs qu'il va te donner, c'est sa responsabilité. Ouais, mais cette prise de responsabilité, elle est humaine parce qu'on est dans une organisation qui est humaine, en fait. Et dans le sens où, à la fin, s'il y a un problème, un litige ou quoi que ce soit, il faut soit prendre son patrimoine au médecin, le mettre en prison ou qui paye une espèce d'énorme amende, mais il faut l'attacher à quelque chose, à une responsabilité qui est civile. Mais après, tu vois, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va pas être, tu vois, quand tu vois dans les usines, quand tu regardes le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où tu vois les gens à la chaîne en train de faire des trucs, aujourd'hui dans une usine, tu vas voir quelques opérateurs et beaucoup de machines qui font les choses. Donc au final, t'as réduit le nombre d'opérateurs pour avoir des opérateurs plus qualifiés. Ce que tu me dis, la responsabilité civile, si un médecin, au lieu de... Tu vois, si on pense aux déserts médicaux, par exemple,
si tu as une infirmière qualifiée qui récolte toutes les données et qui envoie un médecin qui lui reprendra la responsabilité, un médecin peut couvrir une zone beaucoup plus large qu'à l'époque de demander peut-être 5 médecins, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il pourrait pas y avoir un peu ce cas de figure? Un cas de figure où on peut avoir plus d'ampleur dans ses décisions, plus et donc avoir besoin de moins de médecins, tu vois. Donc c'est ça que ça implique. C'est ça que je veux dire, tu vois, d'un point de vue employabilité. Est-ce que c'est pas un risque possible? Si tu pars du principe que le métier de médecin est quelque chose de cloisonné dans une pratique et qu'il n'évolue pas, alors qu'en réalité, un radiologue il y a 20 ans et un radiologue aujourd'hui, son métier a changé en fait. Bien sûr. Et donc en fait, vu que c'est une pratique qui évolue tout le temps, on peut toujours imaginer aussi qu'il y a toujours autant de radiologues dans 30 ans, 40 ans. Mais par contre, ils font un métier qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, en fait. C'est parce que le métier a changé. Et ça, il faut aussi se dire qu'on n'est pas dans un monde fermé, on est dans un monde qui évolue tout le temps. Ouais. Et les métiers aussi évoluent. Donc ça, c'est aussi important de le voir. Ok. Après, je pense que pour le coup, là, on peut pas savoir. On peut pas savoir avant que ça arrive, tu vois, à quel point ça va évoluer et à quel point ils vont réussir à se convertir ou pas. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Tu as aussi le nombre de gens qui tentent médecine en se disant qu'il va y avoir du travail. S'ils se disent que ouais, mais en fait, il y a quand même l'IA qui va remplacer, donc il y aura peut-être moins de gens qui vont essayer d'être radiologues et faire autre spécialité où c'est plus demandé. Donc au final, je sais pas sûr qu'il y aura des radiologues sur le carreau, tu vois. Je pense que l'un va alimenter l'autre. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ok. Alors, justement, en parlant un peu de défis qu'il peut y avoir, tu vois, justement, avec ce développement de technologie comme là, est-ce que dans ton aventure entrepreneuriale, tu vois, tu as eu également des questionnements sur les différents obstacles qu'il y a pu avoir, tu vois, sur ta route. Tu vois, là, je te parle de l'arrivée d'une technologie qui peut disrupter ton milieu, pas forcément ça, mais tu as dû avoir également, toi aussi, des obstacles et des questionnements, tu vois, dans ton développement en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu vois certaines épreuves que tu as eues là, de tête? Ah oui, il y a des obstacles. En fait, le métier d'entrepreneur, c'est juste résoudre des obstacles constamment. Donc typiquement, moi, dans mon métier, la plus grosse difficulté même, c'est que je suis dans un secteur qui est l'IA, Ouais. un secteur qui explose absolument. Ouais. Pour te dire, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine. La dernière année, j'ai jamais vu autant d'innovation que sur 10 ans, en fait. Cette année était folle. Parenthèse. Et est-ce que tu penses que le développement technologique, bon, dans le domaine de l'IA, mais après on peut dire de manière générale dans tous les domaines, c'est plutôt un développement technologique continu, tu vois, qui peut être exponentiel, hein, on va voir la courbe, ou est-ce que tu penses que c'est par escalier, qu'il y a des disruptions dans certaines étapes, tu vois? c'est un peu des deux, hein. Il y a clairement. D'ailleurs, c'est même un peu fractalaire. Si tu regardes une disruption de manière très précise, tu te rends compte qu'au fond, c'était relativement continu. Moi, je suis plutôt moi, je suis plutôt partisan du continu, mais. Et même si tu regardes quelque chose de continu, tu dis ça a l'air vraiment incrémental. Si tu le regardes de manière précise, en fait, il y a toujours des moments. Si tu zoomes, Si tu zoomes, il y a toujours des moments où c'est vraiment la disruption. Donc, l'un est intriqué dans l'autre. Mais pour être un peu dans le domaine, tu vois, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que c'est plutôt continu. Mais dans l'opinion publique, c'est disruptif et par escalier parce qu'ils se tiennent pas au courant. Tu vois, l'arrivée de ChatGPT, par exemple, pour parler de ça, hein, forcément, ça a fait un grand boom dans le plus grand public parce qu'en fait, c'est surtout la facilité d'utilisation qui est arrivée. Mais les modèles de GPT, tu vois, il y en a eu plusieurs avant. C'est pas tant le modèle qui a été une disruption, c'est juste l'employabilité et la distribution au grand public. Après, oui, il y a du continu et du discontinu, mais après, par exemple, si tu veux voir du discontinu là-dedans, l'usage de l'IA, ça clairement, il y a rien de continu là-dedans. Par exemple, l'usage de ChatGPT aujourd'hui, où il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Avant ça, un an avant, il y avait clairement personne qui utilisait autant l'IA qu'aujourd'hui. Donc là, clairement, on peut parler d'une disruption claire dans l'usage, par exemple. Donc moi, ce que je te dis, c'est que la disruption, si tu zoomes, tu vois du continu, et vice-versa, hein, le continu, tu vois la disruption. Ouais, bien sûr. Et pour revenir à ta question sur les obstacles, donc on est dans un domaine qui est très, très... qui bouge beaucoup en ce moment, donc ça, c'est important. Après, on est dans un milieu aussi qui est le milieu de l'éthique de l'IA, des risques de l'IA, et il y a beaucoup de régulations, il y a des choses qui vont arriver, mais qui ne sont pas encore là, donc il faut prendre ça en compte. Et du coup, tu as beaucoup de compétition parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé dans l'IA aujourd'hui. Donc en fait, moi, toutes les semaines, j'ai
Je peux avoir des nouveaux compétiteurs, en fait, de la Comment tu te tiens au compétition. courant? C'est quoi ta routine pour te tenir au courant des compétiteurs et des changements? Parce qu'en fait, au final, comme tu dis, c'est des règles qui sont pas encore fixées, tu vois. Mm. En fait, tu joues à un jeu où les règles du jeu sont pas encore définies. De comment tu fais, toi, au quotidien? Genre, c'est quoi ta semaine typique pour te tenir au courant de qui est sur le plateau d'échecs avec toi et c'est quoi les règles, tu vois? C'est comment on bouge chacun des mes pions. Mais après, on a des employés, donc il y a des gens Il y a une veille technologique que tu Ouais, fais? il y a des gens qui sont dans leur contrat de travail, on leur dit clairement, écoute, il faut que tu passes pas mal de temps Ok, vas-y, à soit, explique-moi un peu la structure, que je comprenne un peu comment ça se passe. ben, par exemple, je sais pas, si tu travailles dans le produit, Ouais. donc si par exemple tu es Toi, product t'es chef manager, produit. moi je suis chef scientifique et produit, Ok. et par exemple si tu travailles dans le produit, ben, il faut qu'il y ait tes product managers, tu as une vraie partie dans la veille. Alors c'est la veille où tu vas soit benchmarker des concurrents, Combien de et pourcents du temps tu penses qu'ils passent là-dessus? euh, De leur temps? 10-15%, je pense. Ok. Et, donc qui est minoritaire, mais c'est un vrai travail. Ouais. Même chose quand tu es scientifique, Ouais. il y a la veille scientifique, donc Ouais. la recherche, la lecture de la littérature, et là, pour le coup, qui fait partie peut-être à 40% du temps de travail. Ouais. Donc, c'est des gens que tu embauches et qui travaillent là-dessus, et qui ont aussi un travail de vulgarisation à l'intérieur de la boîte pour expliquer à tout le monde là où on en est, hein. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se tenir au courant quand tu es entrepreneur. Après, évidemment, si t'as pas employé toutes ces personnes-là, bah, c'est du temps en fait, hein, c'est du temps de lecture. Et Ça prend du comment temps. t'as inculqué un peu cette culture et cette démarche dans ta structure? Comment tu infuses tout ça? Moi, en réalité, c'est pas quelque chose qui. Enfin, moi, les gens, si t'embauches des personnes qui sont relativement responsables, Ouais, elles savent que voilà, elles sont dans un secteur qui est ultra compétitif, ouais, où ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais, que si tu veux bien travailler, être un bon product manager, être un bon chercheur, ouais. bah, tu as intérêt quand même à être ultra au courant de ton environnement. Donc, même sans que je le dise, ils vont organiser en interne de la boîte ce qu'on peut appeler des journal clubs où des chercheurs vont discuter de papier, tu vois. Et ça s'organise tout seul, en fait. Ça fait partie, c'est trop clé pour la boîte, en fait, là, tel qu'on est aujourd'hui. Après, moi, nous, on développe un outil qui est open source. Et c'est encore pire, parce que quand tu es dans l'open source, le stress, il est au maximum, parce que du jour au lendemain, tu peux avoir un compétiteur qui peut te copier à 100% tout ce que tu as fait, en fait. Donc, tu arrives dans une situation où tu peux avoir au jour au lendemain quelqu'un qui a juste tout repris de tout ce que tu as fait et qui a rajouté le petit bout supplémentaire pour être un petit peu meilleur que toi. Donc, voilà, en fait, ça prend un jour à quelqu'un Comment tu gères justement la compétition? Est-ce que tu vois ça comme une émulation saine où tu dis putain, il y a quelqu'un en face qui a fait ça, faut que je me tienne à niveau et j'augmente un peu mes exigences, etc. Et ça peut t'alimenter en disant c'est une bonne idée, ou peut-être tu te dis je peux peut-être faire mieux que ce qu'ils ont proposé, il y a quand même quelques failles, tu vois. Ou est-ce que tu te dis ah mince, il y a un compétiteur, il fait à peu près la même chose, il faut que je fasse tout pour passer devant lui. Est-ce que tu vois ça, tu vois, d'un point de vue un peu comme une saine émulation avec du respect mutuel, ou est-ce que tu vois ça comme une menace? Alors, ça va beaucoup dépendre, mais la compétition, quelquefois, c'est une bonne chose, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton compétiteur. Pourquoi? Parce que dans un marché non mature, bah, le compétiteur, quelquefois, il peut t'aider à ce qu'on appelle l'awareness. Donc, en gros, acclimater, évangéliser le marché, de sorte à ce que les gens comprennent le problème pour lequel tu apportes une solution. Et en fait, un des grands problèmes dans des marchés non matures, c'est que les gens ne sont même pas conscients du problème. Donc, la solution que tu apportes, ils ne voient pas forcément la valeur derrière. Et ton compétiteur, il peut faire le taf, en fait, à travailler à ce que les gens comprennent le problème. Donc dans un marché non mature, la compétition, ça peut être très bon à ce niveau-là. Mais après, les bienfaits de la compétition, ça c'est documenté depuis longtemps en économie, hein. Évidemment que ça stimule l'innovation, la compétition. Parce que, en gros, si ton compétiteur se développe, bah, tu perds des parts de marché. Est-ce que tu penses que Donc, la compétition est plus bénéfique que la collaboration? ça dépend de l'environnement. Parce que je suppose que là, avec vos compétiteurs, vous échangez pas d'un point de vue technologique. Quand tu es une entreprise, en fait, tu es en compétition parce que à un moment donné, tu auras un client
qui aura le choix entre ton compétiteur et toi, Bien sûr. et il va devoir choisir. Donc, de facto, tu es en compétition. Mais est-ce que tu trouves Et ça si, bénéfique? au contraire, tu fais de la collaboration avec ton compétiteur, bah, t'as pas le droit, en fait, parce qu'à la fin, bah, vous allez vous mettre d'accord sur les prix. Et en fait, celui qui perd, c'est le client, en fait. Parce qu'il Ouais, va, bah il va là, se retrouver sur des prix là, tu chers. parles juste de point de vue de business. Moi, je parle Mais d'un point de vue technologique, scientifique. la collab, bah, après, quelquefois, il y a des consortiums Ouais. où il y a des gens qui mettent en avant, ensemble, des technologies particulières. Ouais. Mais en général, dans ces consortiums, enfin, moi, je suis pas dans les consortiums avec des gens qui sont en Compétiteurs compétition avec avec toi? moi. Ouais. Donc, tu les croises quand même. Faut t'échanger avec eux. Tu peux te retrouver avec eux dans par exemple, quand tu travailles sur de la certification de l'IA, ce genre Ouais. de choses. Et là, la collaboration, c'est pas vraiment de la collaboration, mais c'est plus, on a des intérêts communs. Ouais. Par exemple, faire passer un standard, une loi ou quelque chose. Et là, tu travailles avec eux. Et là, la Et comment collaboration, tu elle est gères visible. justement, toi, d'un point de vue personnel, tu vois, ton ego ou ton affect, à dire je vais travailler avec cette personne qui est une personne qui est entre guillemets sur ma route, tu vois. Bah, parce que si on est Non, non, clair sur toi, d'un point de vue personnel, toi. l'intérêt, bah après, c'est jamais personnel, les questions de la relation avec les compétiteurs. Ouais. C'est pas personnel, en fait. En général, tu peux aimer un compétiteur, mais par contre, tu sais que le marché a fait en sorte que vous avez des intérêts qui sont divergents. Donc, il Ouais. n'y a rien de personnel là-dedans. Mais moi, je pense toujours à la compétition dans notre marché à nous. C'est quelque chose qui est sain, Ok. dans le sens où eux nous aident, en fait, à évangéliser le marché. Donc, c'est Ouais. très bien. On est très bien. Mais après, votre but, c'est quand même de sortir de la meute par le haut, tu vois. Ouais. Donc, c'est au final, le compétiteur est une marche sur lequel tu as besoin de t'appuyer pour monter pour monter sur la place que tu penses t'es destiné. Ouais. Tu vois, là, je parallélise cette réflexion avec ma pratique, tu vois, des sports de combat en compétition. Donc, je fais un sport de combat qui est assez niche, hein, qui est le jiu-jitsu brésilien. Donc, de manière générale, à mon niveau et à mon poids, je croise souvent les mêmes personnes. J'ai beaucoup de respect pour les mecs que je croise en compétition parce que je sais les sacrifices que ça implique. Je sais le travail qu'ils mettent en place pour être là le jour J de la compétition, qui est au moins aussi dur que le mien. Mais comment dire ça? Ça me pousse à me pousser. Moi, pour le coup, j'ai une mentalité de compétiteur. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un mec en face, d'un objectif pour me pousser à me dépasser, à me donner, tu vois. Alors que certaines personnes, je pense à des amis à moi qui font par exemple des marathons, etc., où leur propre objectif, leur propre compétiteur, leurs propres rivaux, c'est eux-mêmes et les temps qu'ils ont fait avant, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans cette mentalité-là. Donc, ce que j'ai fait avant, le mois du passé que je veux dépasser, c'est pas mentalité. C'est une personne en particulier et c'est dans mon viseur. Est-ce que pour la startup que tu es en train de fonder, tu te fixes par rapport à des objectifs personnels, par rapport à j'aimerais être là, ou est-ce que tu te dis, il faut que je passe devant cette boîte, il faut que je prenne cette place-là qui est par l'instant sur le marché prise par cette boîte-là, je prenne cette part de marché, etc. Quel est toi, d'un point de vue personnel, hein, pas la vision de la boîte, comment tu te motives? Bah, c'est toujours un peu des deux, hein. Mais entre de la. Qu'est-ce qui fait que tu te dépasses? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce Ouais. que c'est l'autre? Moi, concrètement, hein, dans le marché dans lequel je suis, il n'y a pas suffisamment de compétition et le marché n'est pas suffisamment mature Tu dirais que tu as combien de pour compétiteurs là aujourd'hui? une dizaine, tu vois, mais pas assez Gros? proche de ce qu'on fait pour que c'est eux qui. Enfin, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, ouais, voilà là où je veux être, tu vois. C'est pas ça. Ok. Clairement, c'est pas ça. Donc c'est assez Donc, niche. Oui, on est encore dans quelque chose de très niche et le but, c'est plutôt de se dépasser, d'aller plus loin, d'arriver à ces objectifs qu'on s'est fixés, qui sont toujours au-delà de ce qu'on peut faire. Donc on est plutôt là-dedans, mais ça, c'est lié à, je pense, au marché dans lequel on est, qui est un marché qui est en construction, on va dire. Mais donc dans ce cas-là, tu vois comme des jeux. Ok, donc t'as pas un objectif à dépasser au final, comme je dis, mais t'as quand même, t'es un peu dans la course où faut que tu sortes le premier de la meute, quoi. Mais Ouais. vous êtes tous à peu près, enfin au même niveau. J'abuse, mais il y a pas quelqu'un à déloger. C'est ça que t'es en train de me dire.
Ouais, après tu peux avoir des gens qui sont un petit peu avancés par rapport à toi, mais sur un certain critère donné. Ok. Est-ce que Et tu du coup, ressens de la frustration par rapport à ça? je sais pas si le mot c'est la frustration, mais par contre, tu te dis, s'ils y sont arrivés, ils ont mis en place un certain nombre de choses Ouais. et t'as envie de comprendre pour craquer le problème et voir si tu peux pas faire la même chose pour arriver là où ils sont aussi. Mais est-ce que tu penses que... Donc ça a rien de En fait, tu vois, personnel ou frustration, mais bien c'est sûr. plutôt... Mais est-ce que tu te dis, il faut que je fasse... Si eux, ils sont capables de le faire, donc il faut que je fasse la même chose pour y arriver? Ou est-ce que tu te dis, il faut que j'innove pour faire un truc différent, mais pour aussi le craquer aussi? C'est c'est de le voir sous forme d'un problème, en fait. Ouais. C'est vraiment, en fait, ce qu'on fait, hein, d'ailleurs, on est tous des ingénieurs, en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de résoudre des problèmes. Bien sûr. Et du coup, le problème là que tu vois, c'est de dire, quelqu'un est arrivé à un certain endroit, toi, soit tu dis, je veux arriver à cet endroit-là, ou je veux arriver à un endroit différent, mais où j'ai besoin de savoir quel est son secret à lui. Et ce travail-là, qui est de décortiquer tout ce qu'il a fait, voir en quoi je peux faire à peu près la même chose et différent, bah, c'est ça le travail d'un entrepreneur aussi. Mais encore une fois, moi je suis pas dans un marché où c'est cette question-là qui m'anime tous les jours, quoi. C'est plus des questions de, on a des objectifs qu'on s'est fixés de nous-mêmes et on essaie de les atteindre. Ok. Est-ce que tu penses que ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui a eu un impact dans ta pensée et dans tes comportements au quotidien? Pas dans ton rythme de vie, parce que je suppose que t'as pas le même rythme de vie que dans le salariat, tu vois. Mais est-ce que tu as une vision différente d'aborder les problèmes, de résoudre les problèmes, de communiquer peut-être dans ton quotidien? Est-ce que tu as eu un peu, tu vois, genre, des nouvelles compétences que tu peux appliquer Ouais. dans d'autres domaines? Ouais, j'externalise plus rapidement. Ok. Ça, c'est quelque chose qui a changé chez Parce moi. qu'avant, tu prenais beaucoup sur toi? Ouais, et là, en fait, par exemple, quand tu es dans une startup, tu automatises au maximum, mais vraiment tout. L'écriture des mails, dans les ressources humaines, le marketing, les processus commerciaux, tu automatises un maximum parce que une startup, l'objectif final d'une startup, c'est c'est scaler. Dans le sens, c'est le passage à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, tu peux pas, si tu restes sur des processus entre guillemets humains, bah, tu pourras pas passer à l'échelle parce qu'il faut que tu recrutes de plus en plus de personnes. Oh. Donc il faut que tu arrives à un moment donné, quand tu vois qu'il y a un processus, une activité, que tu vois ce qui est répétable, et cette chose qui est répétable, tu l'automatises de sorte à pouvoir passer à l'échelle beaucoup plus rapidement. Et cette philosophie, enfin une philosophie, on peut appeler ça cette pratique en fait de toujours rechercher ce qui est automatisable et du coup externalisable, parce que tu crées un mode d'emploi et ensuite tu le fais externaliser soit par une machine ou une autre entreprise. Ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer assez facilement partout. T'as des exemples? Oui, bah, par exemple, dans tout ce qui est activité un peu ménagère chez toi, tu vois, Ouais. par exemple, ménage, cuisine, bah, tu peux imaginer, te dire, bah voilà, là, je vois que c'est comme ça que je fais à peu près tout le temps. Par exemple, faire ses courses. Ouais. Je dis, bah voilà, faire mes courses, au final, si je commence à analyser de manière, je me pose sur une table, je regarde ce que j'ai acheté les 3 derniers mois, C'est à peu je me près rends la même compte qu'il y chose, a un ouais. pattern plus ou moins similaire. 95% des choses, Bah, tu ouais. dis, bah, ok, bah, je vais l'écrire. Simplement, je vais écrire le pattern. Ouais. Et une fois que tu l'as écrit, ben, tu peux te dire, ah, maintenant, il n'y a plus besoin de moi pour le faire. En fait, je peux demander à quelqu'un d'autre de faire ce travail à ma place. Bah, tu lui envoies juste le truc que tu as écrit et c'est tout bête, tu vois. Et ça te permet de gagner un petit peu de temps pour faire ça. Et cette philosophie-là, qui est d'externaliser tout de suite, donc qui va le faire? Ça peut être, je sais pas, un proche, quelqu'un que tu emploies à la maison. Et voilà. Ok, je vois un peu, je Donc, vois un peu comment tu utilises un peu ce mindset-là pour pour ton quotidien. pour essayer de passer à l'échelle, pour essayer de faire, pour gérer son temps en fait, de manière Ok. générale. Alors, j'ai une question, je passe un peu du coq à l'âne. Ouais. As-tu peur de la mort, Jean-Marie? Alors là, on peut pas faire mieux. C'est une grosse question. D'ailleurs, il faut savoir ce que ça veut dire la mort. Mais Voilà. si c'est Définis, qu'est-ce que ça veut dire la mort? si c'est le vide, le néant, le rien, La non-existence, tu veux dire? le ouais, le néant, le vide, je Ouais. pense. Non, en fait, moi, j'ai toujours cette impression. Tu penses de manière
Tu penses combien de fois par an, ou c'est quoi ta fréquence à laquelle tu penses à ta propre mortalité? À la mort, de manière générale, tout Ta le temps. propre mortalité. Mais pas forcément la mienne, Ouais. mais le rien, c'est toujours quelque chose qui m'anime tout le temps. Et ça te fait peur? Non, en fait, moi, de la manière dont je vois les choses, et d'ailleurs, je sais pas, ça vient pas de moi, hein, il y a des courants philosophiques derrière, Vas-y, ouais. c'est de dire que ce qui est normal, c'est la mort. Ce qui est normal, c'est le vide, c'est le Et rien. donc la vie Et est ça, c'est- exceptionnelle, tu veux dire. Voilà, et donc du coup, c'est toujours se dire, mais en fait, si quelque chose existe, mais pas, ça peut être même la Terre, cette planète, tu vois, le Ouais. fait que il y a des cycles géochimiques qui font que, bah voilà, il y a suffisamment d'oxygène qui existe et que ça, c'est en interaction avec la biosphère, avec la lithosphère, machin, et que tout ça se maintient dans un équilibre, ça, c'est exceptionnel. Donc Ça, c'est-à-dire que c'est- la vie est un miracle et la mort est l'état Et- de base, on et va dire. l'état normal, et on le voit par exemple dans l'univers, on voit, bah, au final, il n'y a pas grand chose, tu vois. Et pire, même la matière, tu vois, genre, si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du vide. Mhm. Entre un proton et l'électron qui est très très loin, mais il y a du vide, il y a que dalle. Donc ça Et te même permet- ça- pire, ça te permet de dans un rela- proton même, Ouais. si tu regardes, il y a rien à l'intérieur. Donc ça te permet Et- de relativiser? Et bah, pas forcément de relativiser, mais de plus apprécier le fait que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui est exceptionnel, Ouais. ce qui est exceptionnel, Ouais. bah, peut-être maintenons-le, tu vois. Et dans le sens où faisons le taf pour le maintenir, parce que en fait, ça tient un fil pour que ça n'existe pas, parce que ce qui est normal, c'est ce qui n'est pas, en fait, justement. Et en fait, cette question-là, elle est ultra importante, surtout aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la crise climatique qu'on vit. C'est que si tu comprends bien que là, ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui était exceptionnel et qui tenait qu'à un fil, là, est en train de partir, Ouais. bah là, tu te dis, bah, en fait, non, en fait, le taf qu'il faut faire, justement, c'est de maintenir ce truc qui est exceptionnel. Et en fait, tu le comprends même, si tu vois vraiment au fond des choses philosophiquement, tu dis que l'état dans lequel on est aujourd'hui, qui est un état où on a le cycle du carbone, qui passe partout, tu vois, ça passe dans la biosphère, dans les animaux, nous, machin, au final, ça finit dans l'atmosphère en CO2. Bah là, en fait, le fait qu'on brûle des combustibles fossiles, on est en train de déséquilibrer ce cycle-là. Et en fait, on sait très bien ce qui va arriver, c'est qu'on va créer un autre équilibre qui va juste pourrir notre existence. Mais quand je te dis pourrir, peut-être que ça peut faire en sorte que l'équilibre très fragile dans lequel l'existence humaine a pu se faire n'est plus. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, tu dis, mais en fait, tout le taf à faire, c'est de maintenir cet équilibre, justement. Alors, est-ce que tu Donc, penses c'est plutôt ça, la mort, en fait, ce que ça t'évoque. Moi, Mais- ça m'évoque, tu vois. Et j'y pense tout le temps. Et est-ce que tu penses pas que justement ton expertise en intelligence artificielle, tu vois, quand on regarde tout ce qui est le transhumanisme, etc., quand tu regardes des séries comme Black Mirror, est-ce que tu penses pas que les recherches et l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans l'intelligence artificielle ne permet pas en fait de résoudre la mort, dans le sens où on pourrait peut-être, comme dans un certain épisode de Black Mirror, qui s'appelle San Junipero, je crois, où tu pourrais en fait digitaliser la conscience pour mettre dans un paradis artificiel, et en fait est une manière d'avoir une certaine forme d'immortalité. Est-ce que tu penses pas que c'est un fantasme Mais qui est c'est- récurrent, qui est en fait une peur intrinsèque de quasiment tous les humains, qui est la peur de la non-existence? Je dis la non-existence, c'est pas la mort, tu vois. En fait, tu peux repousser le truc combien de temps tu veux, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette chose-là est fragile et tu peux trouver des innovations qui peuvent repousser les choses. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il faut pas confondre le problème et la solution du problème. Là, en l'occurrence, c'est l'innovation, l'intelligence artificielle. Ouais. Faut pas le voir comme la solution de ce problème-là, qui est que toute chose a une fin. Non, c'est le contraire en fait. C'est parce que justement qu'on a beaucoup innové, qu'on a essayé toujours de dépasser nos ressources humaines, Ouais. qu'on se retrouve dans cette situation qui est le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que on a une activité humaine qui n'est pas soutenable, Alors, étant donné sans- les ressources qu'on a actuellement. sans parler Donc l'intelligence artificielle, c'est le problème en fait. C'est Sans- pas la solution. Ça, sans- c'est très important Ouais, de le ok. voir. Après, tu vois, ça, c'est un truc qui s'auto-alimente, tu vois. C'est comme dire la boîte est en train de couler, faut remettre de l'investissement. Tu vois, c'est je perds de l'argent et donc je vais encore plus perdre de l'argent pour essayer de sauver, tu vois. Donc, Ouais. faut voir en fait quel est le retour sur investissement et le trade-off qu'il va y avoir. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu penses pas qu'il y a justement ce fantasme de l'intelligence artificielle? En fait, de mon avis personnel, c'est qu'il y a deux fantasmes sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a d'un côté peut-être la manière de tromper la mort en ayant une intelligence artificielle qui code notre conscience. Et le deuxième fantasme qu'il pourrait y avoir, c'est d'avoir une intelligence artificielle générale, voire super intelligence,
qui agirait un peu comme un dieu, comme une oracle, qu'on pourrait interroger, tu vois, pour résoudre nos problèmes. Est-ce que tu penses que ces fantasmes-là sont rationnels? Donc ça permet d'avoir plus d'investissement, etc. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut craquer. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment le domaine du fantasme et qu'on retrouve un peu des mécanismes religieux, dans le sens où il y a une oracle qui va arriver, le Messie va arriver, il faut qu'on fait des bonnes pratiques pour que le Messie arrive avant l'apocalypse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe l'IA, etc., qui va ensuite sauver l'humanité de sa propre extinction, qui peut-être va courir à notre propre extinction, je sais pas, si on rentre dans des scénarios apocalyptiques. Est-ce que tu penses que c'est des fantasmes? Voilà, c'est vraiment du domaine du fantasme, tu vois, de la science-fiction, ou est-ce que tu penses que c'est des questions qu'on peut se poser maintenant, justement, avec l'éthique, etc.? Bah, ce sont des grandes questions, mais si tu veux parler de conscience, par exemple, une conscience globale, Ouais. créée par des intelligences artificielles, je pense qu'on est aujourd'hui encore très loin, dans le sens où si tu veux avoir une conscience, tu as besoin d'avoir des perceptions et surtout des interactions avec le monde, mais des interactions bien plus que ce que tu peux avoir avec une IA aujourd'hui qui va manger des données et en termes d'interaction qui va faire pas grand-chose. Par exemple, je prends l'exemple d'un bébé, par exemple, qui va avoir une conscience, à un moment donné, il va dire « moi », il va dire « je ». Il va comprendre qu'il est. Et cette conscience-là, elle arrive, attention, elle arrive juste parce que justement, il interagit avec le monde, il va toucher le monde, il va se sentir affecté par le monde. Et c'est cette interaction-là, justement, qui est à l'origine à un moment donné d'une conscience. Et ça, aujourd'hui, c'est pas des données qui sont un peu mortes, qui alimentent aujourd'hui une IA, qui arriveront à faire ça. Par contre, si on arrive à créer une société où en fait les IA, elles interagissent physiquement avec le monde, donc c'est-à-dire, je sais pas, des objets connectés qui agissent vraiment avec le monde, et que tout ça est connecté ensemble, peut-être qu'on peut imaginer une forme de conscience. Mais on est très loin de tout ça, et je pense qu'on se perd dans le problème de s'interroger de la conscience et de ce genre de choses, sachant que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu es en train de... Justement, ce que je dis, c'est que tu es en train de casser les conditions d'existence de l'homme à cause de l'innovation, à cause de toutes ces choses-là qui font que tu cherches une croissance infinie. C'est ça l'enjeu numéro 1. Ouais, mais tu parles d'une échelle de temps de combien de temps? De quoi? Qu'on est en train de casser le terreau pour pouvoir innover, tu vois, qu'on est en train d'épuiser les ressources. Tu parles d'une échelle de temps de combien de décennies? Là, depuis les années 60, avec la combustion des énergies fossiles, enfin, si tu regardes les courbes, on les brûle de plus en plus, on a clairement cassé des cycles géochimiques qui étaient complètement à l'origine même de notre existence. Donc du coup, depuis les années 60. Mais est-ce que, tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois, est-ce qu'on continue à aller dans le sens de l'innovation en se disant que la technologie va nous permettre de sortir, tu vois, de cette problématique-là? Ou est-ce qu'on rétropédale en se disant il faut arrêter enfin pas toute innovation, mais arrêter d'investir là-dedans et de revenir à un truc plus simple? Et généralement, d'un point de vue d'espèce, c'est pas la direction qu'on a pris. On n'a jamais rétropédalé, tu vois. On a toujours été allé un peu plus loin et on a découvert de nouveaux territoires, etc. On a toujours trouvé des solutions, des avancées technologiques qui font que, en fait, on s'est acheté du temps, on va dire, là-dessus. Est-ce que tu vois, je pense que cette urgence climatique et cette urgence environnementale est pas un peu... alors, ça va être assez tranché ce que je vais dire, mais qui est pas un peu en fait un archétype de raisonnement apocalyptique qu'on peut avoir dans des réflexions religieuses, dans le sens où, comme dans les réflexions religieuses, il y a un apocalypse qui arrive, d'accord, qui est la fin de nos ressources, qui est la fin de nos ressources, qui est la fin de notre écosystème, etc., qu'on brûle. Il y a des bonnes pratiques à suivre, donc pour pas prendre moins l'avion, etc., tu vois, pour pouvoir aller dans le bon sens, pour éviter l'apocalypse, comme qu'on pourrait avoir dans la religion, du genre pas manger de porc, pas faire les 5 prières par jour, etc., tu vois, qui font que ce sont des actions simples d'un point de vue religieux qui font que moralement on a l'impression d'être une bonne personne parce qu'on suit ces actions simples qui sont à la portée de tout le monde et qui font qu'on a l'impression d'apporter au bien commun.
Mais tout ça sur une vision apocalyptique qui est une menace, qui est de l'extinction de l'espèce, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on a un peu cette vision-là, et il y a des gens qui prêchent, tu vois, ce sont un peu des évangélistes, tu vois, de cette pensée-là, et qui ont besoin de répandre cette pensée, etc. Et que tu es un peu vu comme un mécréant quand tu dis, bah, moi, je m'en fous un peu du réchauffement climatique, et je vais continuer à manger de la viande, à rouler en 4x4, et à prendre l'avion, tu vois, et je fais ce que je veux parce que j'ai ma liberté. Et les gens vont te dire, mais comment ça, t'es complètement fou, comment ça, dans un autre sens, comment ça, tu manges du porc, et comment ça, tu bois de l'alcool, ou comment ça, tu vas pas à l'église, ou comment ça tu fais ça, tu vois. Et qu'il y a tout ce jugement, cette pression sociale qui en fait ouais, retrouve des mécanismes social de religion. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un peu ce biais-là? Il y a toujours de la religion partout, il y a toujours des croyances Parce qu'en fait, partout, ouais, il y a toujours de la... c'est pas un problème. En fait, ce que je pense, en fait, ce que je pense, d'un point de vue personnel psychologique, c'est que la nature a horreur du vide. Et souvent, ces pensées-là sont dans des sociétés occidentales qui ont perdu un peu de leur religiosité, et c'est un peu une nouvelle chose en laquelle elles croient, tu vois. Donc, ils ont besoin d'un nouveau cadre religieux et de nouvelles good practices à suivre. Mais tu sais, enfin, la religion, la morale derrière, tout ça, le truc apocalyptique, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est il y a des choses, c'est pas de la croyance, c'est du dur, tu vois. Et par exemple, de se dire qu'il y a des gens sur cette planète qui sont je me fais l'avocat du diable. Hein. Non, et qui ont la possibilité de brûler beaucoup plus des combustibles fossiles, donc des ressources qu'on a aujourd'hui par rapport à d'autres, et qu'on n'est pas égaux face à cette capacité-là, et que justement le fait de pouvoir exploiter ces ressources-là fait que tu peux avoir des grosses sociétés, tu peux avoir des grosses voitures, tu peux te transporter plus rapidement, tu peux avoir la connaissance plus rapidement, tout ça, et qu'on a des inégalités en termes de droits à faire ça. Ça, c'est du dur. Ça, c'est pas des histoires de croyances ou quoi que ce soit. Là, je suis en train de te parler de grammes de CO2, tu vois, par activité que tu fais. Là, je suis en train de te parler de kilojoules. Là, je suis pas en train de te parler de superstition ou de quoi que ce soit. Et c'est vraiment de comprendre comment on est arrivé dans des sociétés aujourd'hui où il y a des inégalités incroyables, et que nous, là, aujourd'hui, on peut... Mais est-ce que c'est pas la convergence des luttes, tu vois, un peu ça, cette idée? C'est pas un peu la convergence des luttes, c'est-à-dire que t'as d'un côté l'écologie, t'as d'un côté les inégalités, et les deux vont converger dans que l'écologie devrait amener l'égalité entre les différents peuples, tu vois. Non, Tu enfin, vois ce que je veux dire dans ce sens-là? Enfin, il faut pas le voir comme des luttes et des luttes séparées. C'est une question de travail pour qu'on ait une égalité de droits en termes de droits. Et les droits, ça peut être des droits fondamentaux, le droit de se loger, le droit de se chauffer tranquillement, mais c'est aussi le droit de pouvoir exploiter des ressources aussi, et de réussir à créer une société où on est un petit peu égaux face à ces droits-là. Et face à ça, là, on se rend compte que la question écologique met en avant un nouveau droit qui avant passait un petit peu à la trappe, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, justement, vu que ce système-là est exceptionnel, cette planète-là et la manière dont elle fonctionne est exceptionnelle, en fait, le fait de la péter, cet équilibre-là, on n'a pas le droit, il ne peut pas avoir des gens qui peuvent le péter beaucoup plus que d'autres, tu vois. Mais et tu vois, c'est cette logique-là qui est la même, en fait. C'est pas une histoire de si on parle d'équité et d'égalité, tu vois, historiquement, il y a des pays, des sociétés qui ont plus puisé de ressources que d'autres. Donc, je pense par exemple à l'Occident, l'USA, etc., la Chine, par exemple. Quel est le droit éthique si, par exemple, l'Inde ou l'Afrique a besoin de puiser encore plus dans les ressources parce qu'ils disent, vous avez le droit de puiser autant pour vous développer. Pourquoi nous, si on veut se développer, on n'a pas le droit de puiser autant que vous, alors qu'historiquement, on a puisé bien moins que vous les ressources, tu vois. Et que là, on leur dise l'argument massu, non, parce que là, les ressources sont vraiment limitées, donc vous aurez mieux que tout le monde soit dans la frugalité, alors qu'ils n'ont pas eu le droit, tu vois. Mais c'est là où il faut avoir de l'inventivité. On parlait d'innovation, innovation politique, tu vois. Donc, par exemple, sur ce genre de questions, c'est discuté depuis des lustres. C'est de trouver une manière de se dire, voilà, on a une ressource. Cette ressource-là, on est en train de la puiser. Il faut trouver une manière juste de pouvoir puiser cette ressource-là. Et donc, par exemple, une possibilité qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai pas mal de choses dans mon sous-sol. J'accepte qu'on le mette en commun avec plein d'autres gens. Mais par contre, je dois être rétribué. Parce que moi, j'ai pas pu jouir de la consommation de ces ressources-là dans le passé.
et que moi, en termes de développement, je suis pas terrible par rapport à toi. Et donc, du coup, inventer un système de rétribution avec une mise en commun de la ressource parce que on sait que cette ressource-là, il y a un quota, tu peux pas aller plus loin. Et tu vois, ça, c'est de l'ingénierie politique qu'il faut mener. Mais là, ça impliquerait c'est ça la question. Ça impliquerait un gouvernement mondial pour pouvoir gérer toutes ces ressources-là, tu vois. Peut-être pas un gouvernement, mais en tout cas des ententes, des contrats mondiaux, des discussions. C'est un peu le dilemme du prisonnier, tu vois. Tout le monde a intérêt à jouer dans le bien commun, quitte à perdre un peu de compétitivité. Il suffit qu'il y en ait un qui ait pas envie de jouer et qui dit moi je m'en fous, moi j'ai des ressources, j'en profite, tu vois. Et en fait ça casse l'équilibre, tu vois. Ouais, mais justement là aussi il faut être innovant en termes politiques, tu vois. Par exemple, s'il y en a un qui peut faire le passager clandestin, tu peux dire en fait personne n'est isolé dans le monde, tu es toujours en interaction avec quelqu'un, tu vois. Par exemple, lui il est forcément dépendant de toi pour une autre chose. Tu crées des contrats, tu dis voilà, si tu fais ça, tu auras une rétribution vis-à-vis de quoi que ce soit d'autre. Puisqu'on n'est pas en fait tous isolés dans un même monde, on est sur la même planète. Donc du coup, il faut être innovant là-dessus. Et c'est ça en fait pour moi le vrai sujet, tu vois, de trouver ces solutions-là. Pour revenir, qui sont politiques. Pour recentrer un peu sur ton expertise, est-ce que tu penses que l'IA est une ressource aujourd'hui? Parce que l'IA aujourd'hui n'est pas au même niveau de développement dans tous les pays, dans toutes les sociétés, tous les continents, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on devrait la traiter comme une ressource et qu'il faudrait également mutualiser tout ça et faire des règles? Alors, peut-être pas l'IA est une ressource, mais les données, oui. Ouais. Dans le sens où l'IA s'alimente de données pour exister. Ouais. Alors, tu peux voir, en fait, une bonne analogie, c'est de voir l'IA comme un moteur. Ouais. Et l'essence de le voir comme la donnée. Et effectivement, dans la question de la donnée, il y a comment on fait pour mutualiser. Et là, c'est une grande question en intelligence artificielle qui est comment on fait pour rendre open source les données d'entraînement pour créer les IA. Et ça, c'est une question qui est très mal traitée. Aujourd'hui, quand on parle d'open source de l'IA, on pense à l'IA en soi, où on met les poids de ces IA-là en ouvert. Et par contre, les données d'entraînement, on les met rarement en ouvert. Et ça, c'est un énorme enjeu, en fait, de rendre ça plus accessible à plein de gens pour que plusieurs personnes puissent créer des IA. Donc oui, il y a clairement une question de ressources, mais qui est plus liée à la donnée. Tu penses dans ton quotidien à combien de pourcents de ton temps à ces questions-là, tu vois? Et dans ton rôle en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là? Oui, ce sont des questions que je me pose souvent. Ouais. De savoir comment, où va ce domaine de l'intelligence artificielle, à qui ça profite. Ouais. C'est une question que je me pose souvent, et aussi à qui ça ne profite pas, en fait. Après, on a tous ces contradictions aussi, hein, mais c'est une question que je me pose, en tout cas. Ok. Et mais est-ce que ça rentre dans ton... Est-ce que ça infuse sur ton boulot d'entrepreneur dans ce domaine-là ou pas? En fait, quand tu es entrepreneur, tu peux tomber très rapidement, tu peux avoir la tête dans le guidon. Et ça, c'est un truc, et donc tu exécutes, tu fais en sorte, tu recrutes, tu fais tes trucs, et tu as du mal à avoir une vision globale. Et c'est tout l'enjeu de réussir à créer cette vision plus générale. Et qui c'est vraiment pas facile. C'est quelque chose qui est pas facile parce que tu es happé par le quotidien. Et en fait, quand tu es happé par le quotidien, c'est là où tu vois que tu peux être un peu instrumentalisé par les intérêts de chacun, et que tu peux participer à des systèmes qui peuvent ne pas te convenir. Donc en fait, c'est un enjeu de tout le temps de réussir justement à pouvoir dépasser ça et de sortir la tête dans le guidon. Donc moi, j'essaie d'y penser tout le temps, mais après, honnêtement, la plupart du temps, j'arrive pas à l'intégrer dans mon boulot tous les jours. Ouais, d'accord. Ça reste quand même un peu, pour l'instant, séparé. Ça reste des pensées, mais c'est dur à incarner. Ouais. Ok, ouais, je vois la complexité. Mais peut-être que à l'avenir, de manière générale, peut-être dans le futur, tu arriveras à l'incorporer un peu plus quand tu gagneras en maturité sur ton projet aussi. Ou peut-être avec une autre activité aussi. Hein. Ok. Peut-être que c'est. Donc tu restes pas fermé à l'idée d'avoir une autre activité à côté. Bien ouais. sûr. D'accord, ok. Écoute, en tout cas, merci pour ces discussions, Jean-Marie. Si on veut suivre un peu ton activité, donc la boîte que tu es en train de monter avec tes cofondateurs s'appelle Giscard. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut se tenir au courant de ce que vous faites? Évidemment, on a sur notre site internet, mais sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre site internet?
Giscard.ai. Donc Giscard.ai. ard.ai. Ouais, et sinon, évidemment, sur les réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn. Sur LinkedIn surtout, on ouais. publie énormément de choses sur ce qu'on fait, sur notre vision, sur les produits qu'on a développés, là où on s'insère. Donc, ouais, complètement. Ouais, sur GitHub aussi, non? Vous avez aussi Et oui, vu qu'on est open source aussi, hein, on peut aller sur GitHub et voir le code carrément de ce qu'on fait. Ouais. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'IA, l'éthique derrière les algorithmes, etc., peuvent aller voir soit sur votre site un peu les blogs. Donc c'est toi qui postes sur la plupart des articles ou tes cofondateurs, ouais. Ou soit sur LinkedIn, sur les différentes vidéos, les activités que vous pouvez avoir, c'est ça. Ou soit directement sur GitHub si on veut la partie technique. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir eu pour le premier épisode. Et peut-être plaisir partagé. Peut-être à la prochaine pour un autre épisode. Avec grand plaisir. À la prochaine. Salut.